la dernière session plénière, que c'est sur un sujet très intéressant, que c'est drogue comme médicament. Donc, c'est un sujet vraiment qui est très polémique, et que c'est très important, hein, parce que rappelons-nous que absolument toutes les drogues, dans un moment ou dans l'autre, ont été utilisées comme médicaments. Aucune question par rapport à ça. Et d'une part, il y a des problèmes au niveau administratif pour accepter l'utilisation des drogues comme médicaments, et bien sûr, il y a des problèmes au niveau même de la recherche pour développer des recherches dans lesquelles on étudie les propriétés thérapeutiques des drogues, mais de l'autre côté, il faut aussi regarder de l'autre côté. Il y a eu beaucoup d'utilisation de ces points de vue des drogues comme médicaments pour minimiser les effets, pour minimiser, disons, les idées sur les effets secondaires des drogues. Donc, il faut voir les deux côtés. Et bien sûr, un médicament, ce n'est pas une substance pour utiliser d'une façon récréative. C'est pour cela qu'il faut absolument dissocier l'effet thérapeutique des drogues des risques d'utilisation thérapeutique, des risques d'utilisation récréative, pardon. Risque d'utilisation récréative. Il n'y a rien à voir une chose avec l'autre. D'autre part, les médicaments comme drogue, l'autre côté. On a eu pas mal de présentations sur la grave épidémie d'opiacés aux États-Unis à partir justement des médicaments qui ont été ensuite utilisés comme drogue. Mais on n'est pas aux États-Unis, on est en Europe. Et en Europe, rappelons-nous qu'on a aussi des problèmes avec les médicaments. Rappelons-nous des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est sans doute des médicaments qui ont des problèmes d'abus très importants. Donc la polémique reste ouverte et il faut vraiment voir bien la frontière entre médicaments et drogue et avancer dans ce sujet. Pour cela, on a trois orateurs. Que c'est tout d'abord, il y a Christian Suer, Paris, qui va nous parler des psychodéliques, utilisation comme médicament. Ensuite, Bertrand Lebeau, qui va nous parler des conventions internationales sur les médicaments. Et ensuite, pardon, Jean-Michel Delisle, qui va nous parler des nouvelles tendances sur cette convention internationale. Merci beaucoup. Bien, bonjour, bon après-midi, et merci à Jean-Pierre Deloued et à toute l'équipe d'ATHS pour cette invitation et cette superbe organisation. Donc moi, je m'appelle Christian Sueur, je suis psychiatre, je suis praticien hospitalier, je travaille actuellement au pôle de pédopsychiatrie de l'hôpital du Vinatier à Lyon, et je suis le président du GREC. Donc le GREC, c'est une association qu'on a créée avec Bertrand Lebeau, Rodolphe Ingold, Anne Coppel, un certain nombre de vieux amis de la réduction des risques du siècle dernier, on va dire. S'appelle le groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes. Donc vous avez le site www.grec.org. Voilà, et ce site donc, est là pour essayer de rassembler un petit peu donc, la documentation, les recherches, les avis sur le cannabis thérapeutique et les utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes, essentiellement en psychiatrie, hein, mais plus largement. Alors moi, j'ai aucun conflit d'intérêt, hein, j'ai jamais touché le moindre centime des laboratoires, le GREC n'est pas financé ni par des institutions publiques ni privées, on ne touche absolument rien des producteurs de psychédéliques, donc il y a sur le site du GREC un bouton PayPal où vous pouvez faire des donations, comme ça se fait aux États-Unis, des choses comme ça. Voilà. Pour aller à la prochaine, on appuie comme ça. Voilà. Ça, c'est le site du GREC. Donc je ne sais pas faire une capture d'écran, donc ce n'est pas très joli. Mais si vous allez sur le site du GREC, dans publications ressources documentaires, vous avez quelques centaines d'articles sur les substances psychédéliques et leur utilisation en thérapeutique. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire un travail de réflexion pour essayer d'assembler ce que la neurobiologie nous apprend aujourd'hui, les recherches très récentes sur l'activité des psychédéliques, en particulier du LSD ou de la psilocybine, sur le système nerveux central. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des compétences de ces produits sur la neuroplasticité, la neurogénèse, etc. Mais que si on ne prend que ces données-là, pour faciliter l'abord
thérapeutique, enfin, les psychédéliques comme médicaments, on risque de faire abstraction de toute l'histoire de l'utilisation des psychédéliques comme médicaments, c'est-à-dire le fait qu'ils aient été associés à des psychothérapies. Et donc l'expérience clinique est tout aussi fondamentale que ce que nous donnent les données de la science pharmacologique et neurobiologique sur cette affaire. Le 14 mai dernier, attendez, excusez-moi, je vais changer de lunettes, ce sera mieux. Un article signé de Sheila Love intitulé The Ethic of Talking the Drugs You Study, Should Psychedelic Scientists Trip on the Drugs They Research? Voilà, donc est-ce qu'il y a une éthique dans le fait de prendre des substances? Est-ce que les scientifiques ou les thérapeutes doivent essayer les drogues sur lesquelles ils font des recherches ou au-delà de ça, qu'ils vont utiliser en thérapeutique? Et donc cette question fait pour moi écho à un ancien travail réalisé avec mon collègue Jacques Arvaillé pour le colloque de l'évolution psychiatrique au centre hospitalier Esquirol à Charenton en 1988, que nous avions intitulé « Iatrogénèse et production de savoir sur les toxicomanies ». Dans ce travail de réflexion épistémologique, nous traitions de 2 expériences d'auto-administration par des psychiatres à un siècle d'intervalle. D'une part, les consommations de cannabis de Jacques-Joseph Moreau de Tours et de ses collègues, ainsi que d'autres personnalités du monde artistique dans les années 1840 au sein du club des Hachichins, qui conduirent à leur prescription à des aliénés à l'hôpital de Bicêtre. Et d'autre part, l'utilisation thérapeutique du LSD dans la suite des premières auto-expérimentations volontaires par le psychiatre Werner Stoll en 1947, si l'on considère que les 2 premières prises de LSD en 1938 puis en 1943 par Albert Hofmann, le chimiste inventeur du LSD, également découvreur de la formule chimique de la psilocybine, furent donc des auto-intoxications involontaires. Les résultats scientifiques furent essentiellement pour les psychiatres de 2 ordres. D'une part, une meilleure connaissance de la psychose, et d'autre part, pour les premiers expérimentateurs, le projet d'utiliser substances psychédéliques ou hallucinogènes dans le cadre de psychothérapie, que ce soit pour de nombreux troubles mentaux ou dans le cadre de thérapies de bien-être, disons. Nous allons donc reprendre ce trip historique qui a conduit les premiers auto-expérimentateurs à la mise en place des premières thérapies psycholytiques et psychédéliques et à leur développement dans maintes indications psychiatriques ou psychologiques, et ce, à l'aide des substances de plus en plus nombreuses, qu'elles soient issues des plantes ou synthétisées en laboratoire, qui font partie de cette catégorie. Donc rappelons pour commencer cette réflexion que le terme psychédélique, c'est un success word proposé par le psychiatre Humphrey Osmond en 1957, signifie étymologiquement « esprit ou psyché révélé », ce qui rend visible la psyché, ce qui manifeste l'esprit. Toutes les substances psychédéliques ont en commun cette dimension de révéler à l'expérimentateur, d'une certaine manière, les dimensions cachées ou inconscientes de son esprit, ainsi que de provoquer à des degrés divers des états modifiés de conscience, pouvant faire apparaître des modifications du cours de la pensée, ce qu'on appelle le délire en psychiatrie, et ou des perceptions, des illusions ou des hallucinations. Ces substances sont pour la plupart des sérotoninergiques strictes, comme le LSD, la psilocybine, les tryptamines de l'ayahuasca, dans la psychotria viridis, ou sérotonino-catécholaminergiques comme les phényléthylamines, telles la mescaline, la MDMA, le 2CB, DOI, DOM, DOB, etc. Mais elles peuvent aussi interférer avec les récepteurs d'autres neuromédiateurs, citons la kétamine, antagoniste des récepteurs NMDA, la salvinorine A de la sauge des devins, Salvia divinorum, agoniste des récepteurs kappa-opioïdes, les inhibiteurs des monoaminoxydases comme l'armaline de l'ayahuasca, la plante Banisteriopsis api ou la Peganum armala, etc. La découverte des qualités hallucinogènes du LSD par Albert Hofmann tient à une circonstance accidentelle, alors qu'il travaillait sur des substances dérivées de l'ergot du seigle dans le laboratoire sans dose dirigé par le professeur Stoll. Tout le monde connaît la fameuse histoire du trip sur la bicyclette qui se termina dans le fossé sur le chemin entre son laboratoire et son domicile. Les expérimentations scientifiques concernant le LSD débutent alors un peu partout en Europe et en Amérique du Nord dans les années qui suivirent l'article Princeps de Werner Stoll, donc jeune psychiatre, fils du directeur du laboratoire sans dose dans lequel Hofmann avait réalisé la synthèse du LSD. Werner Stoll fut le premier à proposer en 1947 l'utilisation du LSD pour traiter les névroses. Il commença ses expérimentations avec le LSD en ingérant lui-même 60 mg, soit un quart de la dose carrément exagérée qu'avait absorbée Albert Hofmann, 250 microgrammes, lors de son premier trip volontaire, une fois la molécule identifiée et synthétisée de façon scientifique en 1943. Dès cette époque, les doses maximum de 100 microgrammes étaient préconisées par la plupart des psychiatres et autres expérimentateurs. Jusqu'à la fin des années 50, dans les services de psychiatrie, chacun y va alors de son récit ou de celui de ses élèves et collaborateurs qu'on a entraînés dans l'aventure. Une étude rétrospective concernant l'expérimentation médicale du LSD en Californie entre 1955 et 1961 totalise sur l'ensemble des cobayes 24% de médecins et de psychologues. En France, à la même époque, quelques psychiatres expérimentèrent également le LSD, essentiellement à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, autour du laboratoire de psychophysiologie et de psychothérapie du professeur Souleyrac. On peut citer le professeur Jean Delay,
qui accompagna d'ailleurs la prise de LSD pour Henri Michaud, et le docteur Claude Nivenstein, le fondateur et ancien directeur de l'hôpital Marmottan, qui fit sa thèse alors qu'il était interne à Sainte-Anne sur la prescription de LSD à des patients alcooliques, schizophrènes ou retardés mentaux. Le LSD-25, synthétisé par Sandoz, est distribué sous le nom de Délyside. Il a alors été largement disponible jusqu'en 1966 en Europe et aux USA dans les laboratoires de recherche médico-psychologique universitaires et services de psychiatrie. Un certain nombre d'articles de presse popularisaient ensuite ces expérimentations menées dans les campus universitaires américains, en particulier l'exemple de Timothy Leary, et l'usage du LSD se répandit alors à large échelle dans les années 60. Selon Greenspoon et Bacalard, les deux psychiatres qui ont écrit donc, le premier livre Psychedelic Drug Reconsidered en 1979, qui parle de toute cette histoire, le mouvement psychédélique prit de l'ampleur en réaction au conventionnalisme social des années 50. En réponse à la crise existentielle, aux philosophies de l'absurde, ce mouvement mettait le mysticisme à la portée de tous. Dès 1955, Huxley parlait de la jeunesse d'une nation bien nourrie et métaphysiquement affamée, en quête de vision sacrée et utilisant la seule méthode qu'elle connaisse, les drogues. Bien que le mouvement psychédélique ait représenté la convergence de plusieurs courants et que Timothy Leary était le plus près de les unifier, il semble avoir essentiellement comporté deux tendances. La première est incarnée par Timothy Leary. Il était un psychologue faisant une brillante carrière universitaire qu'il conduisit à Harvard en 1958. Il était également un des protagonistes de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne, qui considère les rapports sociaux comme des jeux de rôle. Lors d'un voyage au Mexique au cours de l'été 60, il fit l'expérience d'ingérer des champignons hallucinogènes et lança, en rentrant aux USA, avec l'aide de Richard Alpert, un psychiatre plus connu aujourd'hui sous le nom de Baba Ram Dass, un projet de recherche sur la psilocybine qui venait tout juste d'être synthétisé par Albert Hoffman. L'année suivante, ils essayèrent tous les deux le LSD. L'importance personnelle qu'ils attribuèrent à leur expérience les conduisit en 1962 à créer l'International Federation for Internal Freedom, dont le but était de permettre à chaque individu d'atteindre une meilleure conscience de son système nerveux. L'année suivante, ils furent exclus de Harvard et la persécution du mouvement psychédélique débuta. Leary alla vivre à Millbrook, une propriété mise à sa disposition à l'État de New York, et cet endroit devint une sorte de modèle du genre de vie psychédélique. Les autorités américaines n'eurent de cesse d'empêcher de nuire, c'est-à-dire de persécuter très officiellement les principaux chantres de l'utilisation des hallucinogènes. Leary finit par être arrêté pour possession de marijuana et se retrouva en prison. Le message de Leary était un mélange de critique de la société, d'hédonisme avéré, de religion orientale, etc. D'après Leary, fonder sa religion personnelle est devenu de nos jours la chose la plus importante. Dans le même temps, le refus de la guerre du Vietnam animait de très nombreux étudiants de la majorité blanche dominante, aux grandes dames de leurs parents, et les autorités américaines et ces étudiants s'adonnaient à la consommation de la marijuana, puis du LSD. Pendant ce temps-là, une autre tendance du mouvement psychédélique se regroupait sur la côte ouest des États-Unis autour du romancier Ken Kesey. Ce groupe mettait l'accent sur les musiques tonitruantes, les motos, la technologie rutilante, les couleurs scintillantes, les vêtements excentriques, les comportements provoquants à l'image du groupe des Merry Pranksters. Considérait Leary un peu comme un bourgeois. Ce groupe fut à l'origine de l'art psychédélique, particulièrement au plan pictural et au plan musical, avec des groupes comme Grateful Dead. Le mouvement psychédélique comportait encore bien d'autres tendances et bien d'autres personnalités, comme le poète Allen Ginsberg, le théologien Alan Watts et de nombreux artistes et musiciens, comportaient également des individus dangereux et pathologiques comme Charles Manson et des éléments antisociaux comme certains groupes de Hells Angels. Ceux qui suivirent cette idéologie fait à la fois du refus de la société américaine existante, donc une célèbre citation de Nicolas von Hoffmann, « Nous sommes ces gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde », de recherche d'un nouveau mode de vie et d'une nouvelle éthique constituèrent les hippies, se proclamant les successeurs des philosophes cyniques ou des premiers chrétiens, des gnostiques ou des chamans, des héritiers de Thoreau ou de saint François d'Assise. Ils invoquaient la tradition orientale, le zen, le yoga, le tantrisme, le soufisme, le bouddhisme, le taoïsme, etc. Ils se référaient également au philosophe suisse Hermann Hesse et à ses écrits sur les processus initiatiques et le voyage en Orient. Puis le mouvement, à partir de 1969, commença à se désagréger et l'éclatement, selon Greenspoon et Bacalard, s'effectua dans 4 directions. La drogue, c'est-à-dire les amphétamines et les opiacés, la lutte politique, qui prit un caractère plus ou moins radical selon les personnes, selon les époques, la marijuana, accompagnant le retour à une existence plus ou moins conventionnelle, qui semble avoir été la solution de beaucoup, enfin la méditation et les différentes formes prises aujourd'hui par la recherche d'un développement personnel de type mystique, le New Age. À cette même époque, et là les faits sont beaucoup plus confidentiels, les expérimentations et services de recherche chimique de l'armée américaine ont essentiellement été constituées d'expérimentations sur des volontaires. Il y a le film La chèvre du président, par exemple, et de façon beaucoup plus perverse sur des soldats non informés, comme dans le cadre du projet MK-Ultra. Ces expérimentations participèrent grandement à la relation par la presse des faits délétères provoqués par le LSD et à sa condamnation définitive par le gouvernement américain en 1962. Par la suite, face à l'expansion massive de la consommation de drogues psychédéliques par le mouvement hippie, le LSD, la mescaline et la psilocybine ont été classés en 1966 sur la liste 1 des stupéfiants et toute recherche officielle a été interdite dans les universités et centres de recherche neurobiologiques et psychologiques au début des années 70.
Les thérapies psychédéliques ont ainsi connu leur première phase d'expérimentation durant ces années-là, durant les années 50, puis leur interdiction officielle au décours des années 60 dans le cadre d'une prohibition générale et mondiale des drogues. Ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'on a assisté à leur renaissance, et plus encore aujourd'hui depuis une décennie. Alors que l'abord actuel des substances psychédéliques est essentiellement scientifique, neurobiophysiologique, aujourd'hui, le lien avec la dimension d'auto-expérimentation par les psychiatres et les thérapeutes, même si elle n'est plus princeps comme au siècle dernier, lorsque cette auto-expérimentation était consubstantielle au développement des thérapies psychédéliques, ne cesse donc d'interroger. Et sur ce plan, on assiste aujourd'hui à la constitution d'une sorte de clivage entre, premièrement, tout d'abord l'utilisation des substances hallucinogènes comme médicaments, qui tend à se développer plus facilement, telle l'utilisation de la kétamine comme antidépresseur d'action rapide, ou de certains cannabinoïdes, en particulier le CBD, comme tranquillisant. Dans ce cas de figure, l'auto-expérimentation ne semble plus vraiment constituer un critère de vérité. Ensuite, une approche légèrement différente qui vise à traiter les dépressions et les addictions dans le cadre d'utilisation clairement associée à un processus psychothérapique, même si le discours est aujourd'hui basé sur les capacités pharmacologiques de ces substances à agir sur les synapses neuronales via le système sérotoninergique et leurs interactions avec les autres systèmes neurobiologiques, endocannabinoïdes, NMDA, GABA, dopaminergiques, etc. Il s'agit là du champ de recherche dans lequel la question de la connaissance intime de l'effet de la substance par le thérapeute ou le chercheur est timidement remise en avant. Ces deux approches conduisent aujourd'hui à un début de polémique entre les anciens, donc je vous renvoie au texte récent de Peter Webster qui s'appelle Psychedelic Elephant, se référant aux considérations d'auteurs psychodynamiques tels Huxley, Watts, Groff, etc., et les modernes, en particulier les chercheurs londoniens de l'équipe de Robin Carhart-Harris, David Nutt, Eric Zoe, etc. Enfin, une troisième dimension, celle de l'utilisation de substances considérées en tant qu'antéogènes ou antactogènes, c'est-à-dire des produits agissant sur l'humeur, sur l'élation, et qui sont censés mettre dans un état de spiritualité active, on va dire, dans le cadre d'un accompagnement des psychothérapies, que ce soit dans le cadre des prises en charge des PTSD, et on retrouve là le cannabis thérapeutique et le CBD, ainsi que la méthylène dioxyméthamphétamine, MDMA ou ecstasy, qui vient d'ailleurs donc d'obtenir en juillet 2019, c'est pas vieux, son statut officiel de médicament dans l'indication PTSD en Israël, ou bien dans l'accompagnement à la fin de vie. C'est à partir des premières expérimentations de Charles Grobbs à l'UCLA, à l'UCLA à partir de 1994, tout autant sur la fin de vie que sur la prise en charge des PTSD, que le MAPS œuvre depuis plus de 20 ans à la reconnaissance officielle de l'intérêt de ces deux substances, cannabis et MDMA, dans ces indications. La Beckley Foundation en Angleterre, le FTR Institute, travaille également dans le même sens avec l'ensemble des substances psychédéliques. Ces associations et instituts de recherche financent la plupart des recherches universitaires actuelles et constituent la passerelle historique entre les premières expérimentations du XXe siècle et les recherches actuelles. Il est clair qu'aujourd'hui, que le système de pensée de la psychiatrie biologique est en train de recouvrir dans une large mesure la dimension expérimentale des psychothérapies assistées par les psychédéliques, dans laquelle la dimension de transformation psychique formate le processus psychothérapeutique. La dimension pharmacologique étant, elle, considérée comme adjuvante ou facilitatrice de cette dimension de travail psychique. Aujourd'hui, alors que se développent partout dans le monde les applications thérapeutiques du cannabis médical, il est cliniquement tout à fait évident que le cannabis et certains de ses cannabinoïdes produisent des effets thérapeutiques indéniables chez nombre de patients et dans de multiples indications, bien au-delà des situations dans lesquelles the state of the art, l'evidence-based medicine, reconnaît des résultats positifs incontestables qui sont eux documentés par les résultats des essais cliniques habituels. Ces résultats cliniquement visibles, mais difficiles à démontrer par des essais cliniques randomisés, sont particulièrement évidents dans les indications psychiatriques qui ont à voir avec l'anxiété, la douleur, les psychoses ou les liens complexes entre l'humeur, l'immunité et les phénomènes inflammatoires et oxydatifs. Il est manifeste que les états de conscience spécifiques induits par les cannabinoïdes participent au travers des modifications psychiques de l'être au monde du sujet, ainsi que du fait des modifications de son humeur, au travers de son vécu subjectif, de sa qualité de vie, à des effets thérapeutiques qui ne sont pas cotables dans le cadre des essais cliniques hospitaliers. À notre avis, la raison essentielle expliquant le fossé entre les indications reconnues comme solides par les instances sanitaires officielles, telles les indications donc, qui sont listées dans le rapport de l'Académie de médecine américaine, dont Margaret Haney nous parlait hier, ou dans l'excellent document de Santé Canada à destination des prescripteurs, où donc tout ce qui est les indications avérées des cannabinoïdes sont robustes, modérées, légères ou pas du tout fiables. Et donc, ce qui aboutit à ce qui se passe en France, c'est-à-dire à avoir très peu d'indications qui seraient médicalement, scientifiquement prouvées, alors que dans la réalité pratique, dans la réalité clinique, il y a bien d'autres indications où les effets des cannabinoïdes sont certainement très positifs.
Donc les observations cliniques faites par les prescripteurs avec leurs patients démontrent la dimension bien plus large des indications et des effets thérapeutiques positifs liés à la consommation de cannabis à visée thérapeutique. À côté de l'histoire du mouvement psychédélique américain, dans laquelle la consommation des substances est consubstantielle à son développement, de façon beaucoup plus obscure, c'est dans l'univers restreint des psychiatres et psychothérapeutes qui se sont poursuivis dans la lignée d'Hoffman et Stoll, les auto-expérimentations et psychothérapies assistées par les psychédéliques. Parmi les pionniers de la recherche sur les thérapies psychédéliques, nous pouvons citer donc un Français, Roger Haim, professeur de mycologie au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et plusieurs chercheurs, mycologues, chimistes et psychiatres qui travaillaient à cette époque sur les effets des champignons magiques dans les années 50 à Paris au Muséum d'histoire naturelle. Albert Hofmann lui-même participa à ces expérimentations. C'est dans un article paru en 1958 intitulé « Rapport sur une auto-expérience avec le psilocybe mexicana Haim » qu'Hoffmann raconte que Roger Haim, après avoir absorbé, donc je cite, 32 exemplaires frais de moyenne grosseur de psilocybe mexicana, avait vécu un état d'ébriété d'une durée de plusieurs heures. Comme une seconde expérience avec 22 spécimens ne produisit que de faibles symptômes, Albert Hofmann décida d'utiliser des doses élevées. Il était toujours un petit peu dans l'exagération, Albert. Supposant que par dessiccation, le champignon pouvait perdre une partie de son action. C'est ainsi que le 1er juillet 1957, à 4 heures de l'après-midi, il ingéra dans son bureau 32 champignons secs Psilocybe mexicana de grosseur moyenne d'un poids total de 2,4 grammes. Une demi-heure après le début de l'expérience, sa vision commença à se modifier. Il écrit ainsi « Les objets se rapprochèrent, puis à nouveau s'éloignèrent de façon anormale. Sentant une lourdeur corporelle et de l'incertitude dans la marche qui allait croissant, j'exprimais le désir d'être reconduit chez moi en automobile. Pendant le trajet, les symptômes augmentèrent. La sensibilité aux excitations extérieures acoustiques et optiques augmentait de plus en plus. Le long du parcours, les rues et les places qui m'étaient très familières me semblaient changer d'une manière démoniaque. Arrivé à la maison, à 5 heures environ, je m'étendis sur le divan, fermai les yeux, essayai de dormir. Toutefois, ce ne fut pas possible, car dans mes yeux fermés se pressaient des images colorées, surtout abstraites, sous des formes sans cesse changeantes. » Je cite toujours, à l'acmé de cet état d'ébriété, à 5h30 environ, j'avais la sensation de me dissoudre dans un tourbillon de couleurs et de formes et de perdre mon moi. Parfois, au contraire, ces images colorées abstraites semblaient sortir de mon propre corps, particulièrement quand je faisais des mouvements. Toutes ces manifestations étaient ressenties d'une façon effrayante et accompagnées d'angoisse. Comme on le voit à la lecture de ce texte, Albert Hofmann était un sacré récidiviste et il utilisait des doses pas vraiment raisonnables, tout autant quand il s'agissait de LSD que lorsqu'il expérimenta les psilocybes, expérience qui conduisit à l'identification et à la synthèse de la molécule active, la psilocybine. Cela ne l'a d'ailleurs pas empêché de vivre en pleine santé, y compris sur le plan philosophique, jusqu'à 103 ans. Et il m'avait confié, lorsque je l'avais rencontré quand il avait 93 ans à Amsterdam, lors d'un colloque de psychonautes psychédéliques en 96, je crois, qu'il avait recommencé tranquillement ses auto-expériences depuis quelques années et qu'il s'en portait fort bien. Mais ces doses correspondaient à un projet d'exploration des effets sur l'organisme humain et c'est grâce à ces pionniers qu'on peut désormais savoir quelles peuvent être les doses utilisables lors de séances thérapeutiques. Dans la même veine, les auto-expériences d'Alexander Shulgin, racontées dans son ouvrage PiHKAL. Donc PiHKAL, c'est Phenylethylamine I have known and loved, les phényléthylamines que j'ai connues et aimées. Je vois pas bien. Avec, où donc les 179 phényléthylamines synthétisées par ses soins, puis dans TiHKAL, Tryptamine I have known and loved, les 55 tryptamines qui constituent de véritables odyssées de cosmonautes neurobiologiques. Un peu plus bas dans sa narration, Albert Hofmann poursuit son trip. J'avais l'impression d'être possédé d'un démon. Au cours de l'heure suivante, mon état se calma un peu, les images perdirent parfois leur caractère abstrait. Je vis des paysages, etc., etc. Donc il raconte. On voit là une des premières descriptions de l'ego-dissolution produite par les psychédéliques et la force avec laquelle l'imaginaire s'impose à la conscience. C'est là que se situe l'intérêt de ce type de substance en psychiatrie. Les substances psychédéliques produisent non seulement une distorsion des perceptions des sens, mais aussi une manifestation particulière du psychisme, alimentée de savoirs, de fantasmes et de pulsions normalement enfouis dans l'inconscient, et qui se manifestent avec plus ou moins de force et d'autonomie, alors qu'ils sont ordinairement à l'état quiescent ou refoulés dans l'inconscient. Donc Albert Hofmann continue dans son article, à 10 heures, j'étais rétabli à tel point que je pus me lever. Ce fut l'heureux retour d'un monde étrange et inquiétant. J'avais l'impression d'être revenu dans mon pays, qu'il me semblait avoir quitté depuis si longtemps. Ce sont ces sentiments de contraction, de dilatation du temps, le vécu de l'étrangeté, alors qu'Hofmann était précisément revenu chez lui au départ pour être dans un lieu connu et rassurant, qui permet phénoménologiquement l'avènement de l'expérience psychédélique, qui va leur confronter le sujet aux confins de la conscience de soi, de sa propre finitude, parfois vécue comme des near-death experiences, et la dissolution des caractéristiques émotionnelles habituelles concernant son entourage matériel et affectif. Donc après la synthèse par Efter de la mescaline, c'est Aldous Huxley qui fut un des premiers expérimentés et a raconté dans les portes de la perception ses auto-expériences. L'autre grand écrivain à raconter ses auto-expériences avec les hallucinogènes est Henri Michaud. De son côté, il évoque sa psychose expérimentale et ce qu'il dénomme l'auto-analyse critique.
Son expérience hallucinogène s'inspire des apports de la psychanalyse et se fonde sur l'idée qu'il accède à son subconscient, selon ses propres termes, et aux sources de son processus créateur. Comme les surréalistes, Michaud était fasciné par le vécu des aliénés et se fera le porte-voix des malades mentaux. Et donc c'est dans 2 de ses œuvres, particulièrement, enfin dans 4 de ses livres, mais particulièrement dans Connaissance par les gouffres en 61 et L'infini turbulent en 57, qu'il rapproche les effets produits par les toxiques de certains états délirants. Parmi les premiers psychiatres à utiliser les psychédéliques en psychothérapie, on peut citer également Hans Karl Lehner, qui à partir de 1955 en Allemagne a été l'inventeur des thérapies psycholytiques. Il prescrivait à ses patients de relativement petites doses de LSD, entre 25 et 50 microgrammes, qui conduisaient à des états de rêve éveillé, facilitant les processus de catharsis émotionnelle. C'est l'ancêtre du microdosing, qui se développe à nouveau dans certains milieux intellectuels, scientifiques et artistiques, essentiellement en Californie. En Angleterre, ce sont essentiellement des psychanalystes également, autour de Sanderson, qui initia les thérapies psychédéliques. Les psychiatres Abramson et Hofer au Canada ont, eux, été les pionniers de la prise en charge thérapeutique de l'alcoolisme avec le LSD, augurant d'une multitude de travaux et d'expérimentations thérapeutiques avec les psychédéliques dans les addictions. Plus tard, on peut citer les expériences de Lotsof avec l'ibogaïne dans la prise en charge des héroïnomanies, où ce sont tout autant les effets psychédéliques que les caractéristiques pharmacologiques propres de l'ibogaïne sur les récepteurs MMDA qui semblent interférer de façon positive pour le traitement des addictions aux opiacés. Dans la suite, c'est dès la fin des années 90 qu'à Saint-Pétersbourg, Evgeny Krupitsky a traité des centaines de patients héroïnomanes avec de la kétamine. Donc on reviendra un petit peu plus loin, mais je n'aurai pas le temps, dans cet exposé sur les expérimentations de Stanislas Grof, un des pionniers des thérapies psychédéliques, d'abord dans son pays d'origine, en Tchécoslovaquie, entre 1956 et 1967, puis aux USA, à Baltimore, de 1967 à 1973. Donc plus près de nous, dans les années 70-80, le chimiste Alexander Shulgin et sa femme Anne, qui était psychothérapeute, donc poursuivirent dans leur laboratoire universitaire, puis chez eux, une fois à la retraite, leurs explorations chimiques et psychologiques de l'effet des hallucinogènes, essentiellement donc phényléthylamine et tryptamine. Avec eux persiste clairement le parallèle entre les auto-expérimentations scientifiques d'Alexander, qui ont conduit à la rédaction de Pikal et Tikal, et l'utilisation des produits considérés comme les plus intéressants dans le cadre thérapeutique au décours de ces auto-expérimentations par sa femme Anne, dans le cadre de son travail de soins. Donc, lorsqu'on se plonge dans le travail de ces chercheurs, leurs pratiques et leurs écrits nous placent en permanence entre la politique de l'expérience et la pratique thérapeutique dirigée vers le patient. La connaissance phénoménologique de l'expérience psychédélique naît autant de l'observation clinique au lit du patient que de l'auto-expérimentation, et ce en grande partie au travers de la prise en compte de l'état modifié de conscience produit par la substance, l'ancien terme qui rendait compte de cette expérience psychédélique, et sans aucun doute celui d'ivresse. Aujourd'hui, nous assistons véritablement, pour reprendre l'expression de Dr Ben Sessa, donc il va falloir que je m'arrête, de l'Imperial College of Medicine à Londres, à une renaissance psychédélique, un mouvement de renaissance qui s'appuie donc sur une revisitation des expériences médicales des années 50-60 et des rares expériences ultérieures comme celle de Peter Gasser en Suisse en 88-93 ou Krupitsky. Voilà, tout ça, etc. Donc un retour par la clinique s'avère donc nécessaire lorsqu'on souhaite établir des passerelles entre les données de la science et les applications pratiques dans le cadre des thérapies psychédéliques, lorsque celles-ci seront à nouveau autorisées en Europe et en France, dans la suite de la réhabilitation récente du cannabis médical. Donc j'ai plein de choses à vous raconter sur le cannabis, mais on passera. Henri Michaud, pareil. Donc voilà, il faut rappeler quand même que les effets des drogues sur les humains sont globalement classifiables en 3 catégories. La dimension autothérapeutique, analgésique ou narcotique, les échafaudages de secours de Freud, la dimension récréative et celle de l'ivresse collective, la fête, et la dimension mystique ou religieuse, la transe, la passerelle avec les dieux ou l'autre monde dans le chamanisme. C'est l'intensité de cette ivresse qui permet d'explorer des représentations anciennes. Cette exploration rend alors possible leur transformation, qu'il s'agisse d'ailleurs sous la forme d'ekmésie ou de synesthésie, de souvenirs anciens, de blessures non guéries ou de tout autre type d'idéation. Comme dans l'expérience chamanique, le sujet peut avoir accès à une vision neuve de sa propre vie, de son histoire, éventuellement de sa maladie ou de ses souffrances. Il devient capable d'intervenir sur ces représentations, d'en transformer le sens et les contours et d'en conserver la mémoire. Actuellement, effectivement, il n'y a pas véritablement de médicaments qui aient prouvé leur efficacité sur les PTSD. Les seuls essais, la clinique du quotidien et même un certain nombre d'essais cliniques montrent qu'avec des cannabinoïdes et surtout avec la MDMA, on peut véritablement, dans le cadre de psychothérapie, transformer des pathologies psychotraumatiques extrêmement graves. Bon, tout ça a été tout à fait intéressant, mais vous le saurez qu'en lisant le texte sur le site du GREC prochainement, la semaine prochaine. Voilà, donc il faut juste citer pour conclure le site Set and Setting, c'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place des thérapies psychédéliques, donc il est important de savoir à quel moment on le fait, dans quel état on le fait, avec qui on le fait, avec quel type de produit on le fait, bien évidemment, mais ce n'est pas forcément le plus important.
c'est Metzner qui donnait un certain nombre de règles comme ça déjà à la fin des années 80. Donc les psychothérapies hallucinogènes provoquent une expérience contenant une profonde expansion de la conscience, c'est les états modifiés de conscience, au travers de lesquels l'individu ne gagne pas seulement en termes d'insight thérapeutique vis-à-vis de sa dynamique émotionnelle névrotique et en termes de modification comportementale, mais aussi que cette expérience provoque un questionnement sur sa propre vision de la nature de la réalité en transcendant ses propres conceptions existentielles. Deuxième point, donc set and setting. On va le trouver aussi dans d'autres expériences entraînant des états modifiés de conscience comme l'hypnose, la méditation, la transe, l'isolation sensorielle, etc. Troisièmement, pour Metzner, deux analogies ou métaphores pour ce type d'expérience ont été évoquées de manière répétitive par les différents auteurs du paradigme psychédélique. La première, c'est l'analogie de l'amplificateur qui accorde à la drogue la fonction d'un amplificateur non spécifique des contenus psychiques. La deuxième analogie, c'est la métaphore du microscope, qui suppose que les psychédéliques pourraient jouer le même rôle que celui que le microscope joue en biologie, à savoir ouvrir directement sur des observations reproductibles et vérifiables concernant des contenus des processus psychiques qui sont habituellement inaccessibles. Donc, quatrième point, toujours en rupture vis-à-vis de l'usage habituel des autres substances psychoactives en psychiatrie, il est généralement reconnu que l'expérience personnelle du thérapeute ou du guide est un prérequis essentiel à une psychothérapie psychédélique. Sans cette expérience préalable, la communication entre le thérapeute et le sujet dans un état psychédélique est sévèrement limitée. Donc ce principe entraîne par voie de conséquence que l'un des paramètres importants de l'expérience psychédélique est l'expertise du thérapeute et donc la qualité de ses propres auto-expérimentations. Bien évidemment, la grande majorité des thérapeutes psycholytiques ou psychédéliques ne consomment pas la drogue en même temps que le patient. Cinquièmement, un accès à une dimension transcendantale, religieuse ou transpersonnelle de la conscience peut ainsi être atteint. C'est Albert Hoffman qui indiquait que cette capacité à reconnaître les propriétés psycholytiques de l'expérience du LSD était basée sur sa similarité avec la famille des expériences mystiques naturelles. Voilà, donc il y a l'ouvrage très intéressant qui est sorti en juillet de Peter Webster, qui a vécu toute cette histoire sur 60 ans. Donc un livre qui s'appelle Cosmos, qu'on peut consulter sur le Nest, où il a tout un travail épistémologique et philosophique de réflexion sur l'expérience psychédélique que je vous encourage à lire si vous lisez l'anglais. Et je conclurai juste en citant, vous savez, vous connaissez l'histoire de Freud. Même la psychanalyse est née sous le sceau de l'auto-expérimentation. C'est Freud qui, le premier, décrivait les effets stimulants de la cocaïne utilisée dans le cadre médical et en recommanda l'usage pour traiter les maladies nerveuses, l'hystérie, l'hypochondrie, la neurasthénie et puis la dépression. Et sa première indication, du fait de ses capacités antidépressives et stimulantes pour l'humeur, fut surtout dans la cure de sevrage des morphinomanes et des alcooliques. Et on sait qu'un de ses premiers patients, son ami le docteur Ernst von Fleisch-Marceau, morphinomane par voie injectable, bénéficia de sa prescription et fut, du fait de sa passion pour les injections hypodermiques avec cette cocaïne, la première victime de cette substitution ratée, du fait des conséquences infectieuses néfastes des injections, alors que l'effet thérapeutique antidépresseur, lui, n'était pas démenti. Et Freud se blâma d'avoir raté la mort de son ami qui intervint 7 ans plus tard. Il semble que ce sentiment de culpabilité lui a permis d'interpréter son rêve dit de l'injection faite à Irma, qui produisit chez lui l'arrêt de son désir de traiter les maladies nerveuses avec des substances chimiques, alors même qu'il continua de faire usage de la cocaïne pour lui-même jusqu'à sa mort. C'est dans les suites de cette affaire qu'il commença son travail sur l'interprétation des rêves et qu'il mit en place les modalités pratiques de la cure psychanalytique. C'est ainsi qu'on a pu dire que son propre usage de cocaïne, son auto-expérimentation et le vécu des états modifiés de pensée et d'humeur induits par ses effets n'a pas été étranger à l'élaboration de la théorie psychanalytique. Donc c'est intéressant de croiser la naissance de la psychanalyse et l'auto-expérimentation que Freud fit de la cocaïne avec ce qu'a dit M. Maldonado tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le vieux pharmacone, ces substances peuvent être poison ou médicaments, ça dépend aussi de la dose, du lieu, de qui le prend, de comment on le fait. Et c'est vrai que le cadre médical pour l'utilisation de ces substances devrait pouvoir donner un certain nombre de garanties, mais je pense que les orateurs suivants vont en parler. Je vous remercie de votre attention. Merci de cette présentation. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions dans la salle ? Pour l'instant pas. Alors, il est évident que l'auto-expérimentation, c'est une très grande richesse et effectivement tout ce qui a été décrit auparavant et qui a été fait dans des conditions, on va dire, très peu cadrées, c'est évident que toute l'expérience qui est rapportée elle est très riche parce que d'abord, comme vous l'avez dit, ça correspond à différentes personnes, différentes situations, des personnes qui n'ont pas forcément effectivement de problématiques psychiques, d'autres
qui en ont, et c'est comme ça qu'on va découvrir effectivement un intérêt effectivement de ces produits. On a beaucoup de choses qui sont découvertes par hasard, hein. La serendipity en recherche est un grand classique, et tous les écrits qu'il peut y avoir autour de ces consommations sont potentiellement riches parce qu'elles peuvent nous permettre de comprendre des choses dans les pathologies. Lorsqu'on fait le parallèle entre ce qui est perçu par certaines personnes et ce qui peut exister dans la pathologie psychiatrique, ça peut effectivement donner bien entendu des pistes, des perspectives sur les mécanismes neurobiologiques potentiellement impliqués. Et donc, au contraire, chez des personnes qui sont dans des tentatives d'autorégulation, des tentatives autothérapeutiques, justement d'essayer d'améliorer leur situation. Et vous avez évoqué certaines pathologies où on voit bien qu'aujourd'hui, les médicaments, les pistes thérapeutiques actuelles donc, seront limitées, notamment sur le plan pharmacologique, qu'il y a des approches d'ailleurs psychothérapiques, et je pense que Jean-Michel Delisle donc, en fera état tout à l'heure, où on voit bien qu'on arrive à accéder à certains mécanismes, mais que potentiellement, dans certains cas, il serait utile d'avoir une aide pharmacologique qui facilite les choses. On voit bien, il y a des patients qui sont en difficulté à rentrer dans certaines approches psychothérapiques, à pouvoir aller au-delà sur le plan introspectif, et que peut-être, effectivement, à un moment donné, il faudrait faire des combinaisons, mais qu'on n'a manifestement pas tout compris sur le plan neurobiologique. Alors, c'est vrai que vous avez fait état de plein de produits différents, de plein donc d'expériences différentes, et aujourd'hui, ça montre qu'il y a une richesse sous-jacente et que potentiellement tout ce qui s'est passé les années précédentes, eh bien, il faudrait éventuellement pouvoir s'en inspirer, non pas le reproduire, mais en tout cas voir ce qui a été décrit pour potentiellement ouvrir des pistes thérapeutiques qui, pour l'instant, n'ont peut-être pas été suffisamment explorées, notamment sur le plan expérimental, et que potentiellement, on voit bien aujourd'hui que certains de ces produits que l'on connaît de longue date pourraient potentiellement ouvrir des pistes thérapeutiques, peut-être en augmentant la spécificité d'action, parce que tout le problème, et ça va être évoqué, donc ces produits à un moment donné peuvent, utilisés en l'état, devenir très problématiques. Et c'est pour ça qu'il y a à un moment donné donc un cadrage dans l'accompagnement de ces produits pour que, là aussi, je dirais, la balance bénéfice-risque donc ne devienne pas problématique. Et effectivement, donc s'inspirer du meilleur pour faire en sorte effectivement que ces produits peuvent être éventuellement utilisés notamment comme médicaments. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est tout le problème effectivement du curseur entre ce qui est drogue et ce qui est médicament. Et on voit bien qu'on est dans deux choses qui ne sont pas forcément compatibles à un moment donné. Un commentaire par rapport à ça? Moi, un commentaire que j'avais, c'est la grande variété des produits, parce qu'en fin de compte, il y a certains produits, tout ce que vous avez cité, certains avec des propriétés psychoactives très importantes, avec des effets indésirables aussi très bien documentés, comme par exemple l'ecstasy, mais aussi d'autres produits qui ne sont pas psychoactifs, comme par exemple le cannabidiol. Donc moi, je mettrais tout à fait dans un plan différent un produit comme le cannabidiol, que quelqu'un prend cannabidiol et d'un point de vue subjectif, c'est comme il prend de l'eau, il n'y a pas d'effet psychoactif. Pourtant, on rapporte un effet anxiolytique du cannabidiol, donc du coup, c'est bien un effet psychoactif. Mais quelqu'un qui... Si on prend, par exemple, l'expérimentation animale, on donne dans un modèle pour montrer les effets subjectifs de la drogue, c'est que l'animal sent qu'il a pris une drogue. Et les études de substitution de produits. Non? Et là, le cannabidiol ne fait rien. C'est comme par exemple, si on prend une dose très faible d'une benzodiazépine, il n'y a pas d'effet subjectif. Justement, tout dépend d'où on se situe, bien entendu. Il est évident que si on est anxieux, on va ressentir un effet. D'ailleurs, les patients le disent très bien par rapport aux produits. Je me sens bien. En fait, je me sens mieux. On voit bien, c'est une question de seuil d'où on se trouve. Et si effectivement il n'y a pas d'anxiété, a priori, il ne va pas avoir d'anxiolyse. Peut-être que Jean-Michel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais ça correspondait à toute la partie que j'ai été obligé de zapper parce que c'était trop long. Effectivement, le cannabidiol n'est pas du tout une substance psychédélique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au travers de la reconnaissance de ces effets, donc non psychoactifs, enfin ils sont psychoactifs, c'est ce que disait Nicolas Autier hier, en tant que tranquillisant, mais il n'y a pas de modification de la pensée, il n'y a pas d'état modifié de conscience. Par contre, en arrivant par le CBD, d'une certaine manière, on réhabilite un petit peu
le cannabis d'une manière générale. Et donc là où on peut parler du cannabis comme substance psychédélique, c'est en reprenant donc toutes les descriptions de Moreau de Tours, mais là j'ai dû zapper, parce qu'ils l'ingéraient. Donc c'était le dawamesque, hein, c'était la confiture de hashish, et donc là c'était des doses très importantes de THC, plus ou moins avec du CBD. On ne sait pas à l'époque quel était le ratio CBD-THC, mais c'est ça qui me semble intéressant à réfléchir d'un point de vue épistémologique, c'est comment, avec un abord pharmacologique, médicamenteux, classique de ces substances, on peut réhabiliter les aspects démoniaques, justement, des autres substances qui, bien cadrées, peuvent s'avérer être les pistes pharmacologiques certainement les plus intéressantes pour le... Voilà. Donc effectivement, CBD, mais c'est comme aussi ce que disait, je crois que c'est Margaret Hannay aussi hier, le cannabis, il y a 250 substances actives sur le système nerveux, alors que toutes les autres, c'est une drogue. C'est le LSD, la cocaïne, tel opiacé, tel ceci, tel cela, alors que le cannabis, voilà, il faut les séparer, et on a tout le spectre des substances psychoactives. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il est intéressant d'avoir une approche pharmacologique de ces drogues qui étaient, comme vous l'avez dit, des médicaments à une époque, qui sont devenus presque des poisons, et donc de revenir en arrière pour retrouver même celles qui aujourd'hui, ça commence, hein, la psilocybine dans la dépression résistante, etc. Jean-Michel. Un tout petit mot. Alors d'abord, je suis ravi de retrouver Christian Sueur. On ne s'était plus vu, je crois, depuis une vingtaine d'années, où nous étions parmi les premiers à travailler sur la MDMA, justement, du côté de Médecins du Monde et moi au CEID, où on avait pu créer à l'époque Synthèse. Donc c'est un moment touchant, et je vois que c'est le même sujet qui nous ramène, en fait. Alors, personnellement, j'ai tendance à me classer parmi les modernes, malgré mon âge, donc vous le verrez tout à l'heure. Mais par rapport à la question des hallucinogènes et des expérimentations, une des questions qui se pose, et ça a été très bien dit, c'est celle du blinding. Dans les études sur la psilocybine, dans les dépressions résistantes, tous les patients font la différence entre le placebo et l'hallucinogène, ce qui est normal. Et il est difficile de trouver en fait un comparateur actif. Alors l'autre élément qui est compliqué, c'est si le prescripteur lui-même est connaisseur, si j'ose dire, il n'y a même plus de double aveugle, il n'y a plus rien. Ce qui fait que ce qui est intéressant sur les études à New York, là, sur la psilocybine, mais je ne veux pas déflorer ce que je vais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un biais énorme. C'est-à-dire quand la psilo est proposée aux personnes qui ont des dépressions résistantes, la majeure partie des patients la refusent. Ceux qui l'acceptent, c'est ceux qui ont déjà une expérience de la psilocybine, en fait, qui avaient une expérience personnelle. Alors, ce n'est pas du tout pour discréditer, parce que je pense au contraire, c'est une piste qu'il faut développer. Je soutiens absolument le développement des applications de certaines substances hallucinogènes en médecine et en psychiatrie. Mais de fait, il y a un biais, enfin, il y a une difficulté méthodologique qui, en l'état actuel des connaissances, me semble assez difficile à dépasser. C'est l'incapacité à faire de l'aveugle et a fortiori du double aveugle. Et puis on voit bien qu'il y a des effets d'attente par rapport aux produits, et du coup ça change effectivement pas mal la donne. Mais très souvent, l'effet d'attente, il va surtout se traduire dans le début, parce qu'après c'est surtout sur le long terme qu'on verra que s'il y a véritablement une efficacité thérapeutique qui est vraiment liée aux mécanismes pharmacologiques eux-mêmes. Peut-être qu'on va laisser la parole à Bertrand Lebeau, qui justement va nous évoquer la problématique de ces produits et du coup de la réglementation, des conventions qui encadrent ces produits. Bertrand. Je voudrais remercier les organisateurs. Je pense à Jean-Pierre Delouette, je pense à... Ça y est, ça commence mal, à Arcade Scolina, parce qu'ils m'ont permis de parler des deux sujets qui me passionnent actuellement. Alors avant-hier, c'était les psychédéliques, et là, je vais vous parler des conventions internationales, et vous vous doutez bien que comme médecin, je ne suis absolument pas un spécialiste des conventions internationales. En revanche, je pense que disons, ceux qui travaillent dans le champ de la dictologie, ceux qui travaillent dans le champ de la réduction des risques, ceux qui travaillent dans le champ de l'autosupport, ont tout intérêt à passer un peu de temps à étudier ces conventions. On ne sait pas très bien quel rôle elles joueront dans l'avenir, mais actuellement, elles sont la loi commune de l'humanité. Alors c'est une longue histoire que celle des conventions. Je vais essayer d'aller vite. L'histoire moderne des conventions commence avec celle qui reste la convention la plus importante, qu'on appelle la convention unique de 61, unique parce qu'elle subsume toutes les conventions précédentes, en particulier celles qui avaient été signées dans le cadre de la Société des Nations.
il y a deux caractéristiques pour mon propos qui sont intéressantes. La première, c'est que ce qui caractérise la Convention de 61, c'est qu'elle ne se limite pas à imposer des règles concernant les importations et les exportations. L'idée, c'est que les pays ont des traditions ou des législations nationales et que dans un certain nombre de cas, un pays peut disposer d'une substance qui est légale, mais qui n'est pas légale dans le pays d'à côté. Et donc, le travail des conventions s'est fait essentiellement là-dessus. La Convention de 61, elle insiste principalement sur le fait que cette convention doit pouvoir être déclinée pays par pays, donc à un niveau national. Et il y a un deuxième élément qui intervient, qui est moins important, mais enfin qui signifie tout de même quelque chose, c'est que dans son préambule, elle explique que le souci de la convention, c'est la santé physique et morale de l'humanité, mais elle ne mentionne pas, vous verrez que ça a quelques conséquences, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est quels sont les acteurs de toute cette histoire? Et lorsqu'on ne connaît pas le sujet, alors, ce que je vais dire est peut-être malvenu, mais on s'arrache un peu les cheveux quand même. Alors, quelles sont les structures? La première, c'est ce qu'on appelle l'OICS, l'organe international de contrôle des stupéfiants, ce que les Anglais appellent INCB, International Narcotic Control Board. Alors qu'est-ce que c'est que l'OICS? C'est un organisme quasi-judiciaire de 13 membres qui ne représentent pas leur pays, qui sont là ès-qualité et dont le rôle est de veiller de manière sourcilleuse à l'application des conventions. On a longtemps dit que la principale stratégie de INCB, c'était name and shame, c'est-à-dire que leur pouvoir est essentiellement un pouvoir de désigner les mauvais élèves. Je vous donne un exemple. Lorsque la Suisse a décidé en 1992 de mettre en place des programmes de prescription d'héroïne, elle a été montrée du doigt par l'OICS. Mais ce pouvoir, il est d'autant plus considérable qu'on est affecté par le jugement. Si on est indifférent, d'une certaine manière, le pouvoir de l'OICS disparaît pratiquement. La deuxième structure qui joue un rôle central, c'est l'Expert Committee on Drug Dependence de l'OMS. Normalement, les initiatives concernant le classement des substances sont faites par l'ICDD. Et puis, il y a la structure qui, en dernière instance, va décider de dire oui ou non aux propositions de l'Expert Committee de l'OMS, qu'on appelle la CND, la Commission on Narcotic Drugs, qui se réunit tous les ans à Vienne. Pour la première fois, j'y suis allé cette année, j'espère y aller l'année prochaine. Je voudrais essayer de suivre ce travail. Et donc, la CND, elle est constituée de 53 pays, mais enfin, tous les pays de la planète viennent chaque année, ou presque tous, à la Commission on Narcotic Drugs, qui, encore une fois, en dernière instance, va trancher. Alors, je suis obligé de rentrer dans un truc qui a l'air horriblement ennuyeux, mais qui est absolument indispensable et qui est l'histoire des tableaux des conventions. J'ouvre une très très brève anecdote. J'ai essayé très longtemps de lire le livre de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan. Et puis, au bout d'une vingtaine de pages, le livre me tombait des mains, jusqu'à ce qu'une amie m'explique que le premier chapitre, c'était le dernier, et que je devrais commencer le bouquin au chapitre 2, et là, j'ai lu très facilement Au-dessous du volcan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les tableaux des conventions, je vais essayer de faire un résumé aussi simple qu'il est possible, parce que c'est finalement pas si compliqué que ça. Il y a deux tableaux, je ne parle pas de... alors, il y a trois conventions, pardon, j'ai voulu aller un peu vite. Celle de 61, modifiée par le protocole de 72, comme on dit d'habitude, celle de 71, et puis celle de 71 sur les psychotropes, et puis celle de 88 sur le trafic et les précurseurs. Alors, il y a deux tableaux dans la Convention de 88 auxquels je ne m'intéresse pas. Je m'intéresse aux 4 tableaux de la Convention de 61 et aux 4 tableaux de la Convention de 71, qui n'ont, et c'est toute la difficulté, rien à voir. Dans la Convention de 61, il y a 4 tableaux. Dans le tableau 1, ce sont les substances
à fort risque addictif. Il y a par exemple l'opium, l'héroïne, l'oxycodone, la méthadone, le cannabis, la cocaïne, la feuille de coca. Dans le tableau 2, c'est moins puissant, c'est la codéine. Dans le tableau 3, il y a les benzodiazépines. Et puis, il y a le tableau 4. Et c'est le tableau 4 de la Convention de 61 qui est crucial, parce que dans ce tableau se trouvent des substances qui ne sont pas simplement des substances dangereuses, mais sans aucune indication et sans aucune activité thérapeutique. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce tableau 4? Le cannabis et les cannabinoïdes. Dans la Convention de 71, qui porte sur les psychotropes, c'est un peu différent, parce que dès le groupe 1, on a affaire à des substances qui sont dangereuses, sans intérêt thérapeutique. Tous les psychédéliques classiques s'y trouvent. LSD, psilocybine, DMT, mescaline, tous s'y trouvent. Dans le groupe 2, vous avez le dronabinol, les amphétamines. Dans le 3, les barbituriques, la buprée. Dans le 4, le diazépam. Mais finalement, ce qui est important, ce qu'il faut retenir de ces conventions, à l'heure où on parle, c'est que le cannabis se trouve en 1 et 4 de la Convention de 61, donc dangereux, sans utilisation thérapeutique, et tous les psychédéliques classiques se trouvent dans le tableau 1 de la Convention de 71, dangereux, sans intérêt thérapeutique. Ce qui, évidemment, chaque jour passant, rend de plus en plus absurde ces conventions. Alors, il faut que je vous raconte autre chose, c'est que l'ICDD a décidé récemment d'analyser la question du cannabis, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 53 ans quand même. Et ils ont décidé deux choses. Enfin, décidé. Ils ont proposé à la CND, qui va trancher l'année prochaine, en 2020, deux choses. La première, c'est de ne pas classer le CBD, parce que le CBD n'a pas de propriétés stupéfiantes et très peu psychoactif. Il n'y a aucune raison de classer le CBD. Et la deuxième décision qu'ils ont prise, c'est de sortir le cannabis du tableau 4. Parce que tant qu'il est dans le tableau 4, selon les conventions, il n'a aucune utilisation thérapeutique. Mais en revanche, ils ont conservé le cannabis dans le tableau 1 de la Convention de 61. Je traduis. Ils ont ouvert la porte aux utilisations thérapeutiques. Ils n'ont rien bougé sur la prohibition du cannabis à des fins récréatives. Il est probable d'ailleurs qu'ils ont fait ça pour des raisons politiques, hein, parce qu'ils se sont dit peut-être que ce qu'on propose sera validé par la CND. Alors, en plus, il y a des... Lorsqu'il s'agit de la Convention 61, c'est une majorité simple. Lorsqu'il s'agit de la Convention de 71, c'est une majorité qualifiée aux 2/3. Enfin bon, laisse tomber. Mais en tout cas, sur le cannabis, ils ont fait ces propositions. La CND tranchera l'année prochaine. Je vais vous donner deux exemples des tensions qui existent entre l'utilisation d'un certain nombre de substances comme médicaments et les conventions internationales. À mon avis, le meilleur exemple, c'est celui de la kétamine. Assez rapidement, je crois vers 85, l'ICDD, l'Expert Committee on Drug Dependence de l'OMS, a classé la kétamine comme médicament essentiel pour ses propriétés en anesthésiologie. C'est l'anesthésique le plus utilisé, en particulier dans les pays pauvres. Il n'est pas dépresseur respiratoire. Le risque d'overdose mortelle est extrêmement faible, et donc c'est un médicament qui est très très largement utilisé en chirurgie, en obstétrique, dans toute une série de situations médicales et médico-chirurgicales, c'est la kétamine. Or, à la demande de la Chine en 2015, l'OICS a demandé le classement de la kétamine. Et l'OMS a tenu bon. L'OMS a dit non, on ne peut pas classer la kétamine parce que du moment où elle sera classée, il va devenir extrêmement difficile de l'obtenir, extrêmement difficile de la prescrire, et ça va être un désastre de santé publique. À trois reprises, peu importe les années, à trois reprises, la Chine et l'OICS sont revenus à la charge, et à trois reprises, l'ICDD a tenu bon en disant c'est un médicament essentiel et on ne veut pas que la kétamine soit classée. Et donc la CND n'a jamais eu à en discuter, parce que la CND, si vous suivez ce que je dis, ne peut discuter que de ce que l'ICDD lui propose. Elle ne peut pas décider, elle, de trancher les choses de telle ou telle manière. Il y a une deuxième question qui est extrêmement intéressante, parce qu'à mon avis, elle soulève... Alors, on est un peu
en deçà ou au-delà du thérapeutique, je le reconnais volontiers, c'est celle du statut de la feuille de coca. Vous savez que pour les, je vais le dire en bon français, pour les drug policy reformers, après la question du cannabis, s'il s'agit de déconstruire progressivement la prohibition, il y a une question cruciale qui est celle de la feuille de coca. Beaucoup pensent que la feuille de coca, on a eu tort de la classer, et la Bolivie n'a en réalité jamais été d'accord pour accepter que la feuille de coca soit classée. La Bolivie disait, il y a la bonne coca, notre bonne coca qu'on utilise depuis des millénaires, qui était le symbole de l'Empire Inca, et puis il y a la mauvaise cocaïne, née de la chimie occidentale, qui est une drogue dangereuse. Et donc la Bolivie a toujours été réticente à ce classement de la feuille de coca, si vous vous souvenez, dans le groupe 1 de la Convention de 61. Et donc d'ailleurs, ils ont refusé dans un premier temps de signer cette convention, et ils ont finalement obtenu, sur le tard, le président Evo Morales, qui était un ancien cocalero, par ailleurs, a obtenu finalement sur le tard, en janvier 2013, que la Bolivie puisse signer les conventions internationales, sauf pour la question de la feuille de coca, parce qu'il y avait des consommations traditionnelles de feuilles de coca chiquées en Bolivie. Deuxième problème, et qui cette fois-ci porte sur des substances dont tout le monde convient qu'elles ont un immense intérêt thérapeutique, mais qui sont des substances sous contrôle, c'est les opioïdes. Alors, je vais juste vous donner un petit chiffre qui montre à quel point la situation est détestable. Alors, je crois qu'on dit que les 40 plus, ou les, je ne sais, dommage, je ne sais plus, les 10 plus grands fortunes du monde représentent l'équivalent des 4 milliards d'humains les plus pauvres. Enfin, il y a vous connaissez ces chiffres effrayants. Eh bien, moi, je vais vous donner un chiffre qui est assez effrayant, c'est que 92%, ce sont des chiffres de l'OICS, hein, donc a priori, ils sont crédibles, 92% de la morphine produite légalement à des fins médicales est consommée par seulement 17% de la population, principalement dans les pays du Nord. Cette situation, elle tient à de nombreux facteurs. Certes, il n'y a pas que les conventions. Il y a la formation des médecins. Certains pays ont mis en place des règles tellement compliquées que personne n'y parvient. Mais il n'empêche que les conventions doivent, d'après le texte même, doivent trouver un équilibre raisonnable entre, d'une part, la prévention des détournements de substances sous contrôle, par exemple la morphine, et d'autre part, garantir l'accès aux médicaments sous contrôle. Parce que, à quelle situation on aboutit? On aboutit à une situation dans laquelle à peu près 75% de l'humanité n'a pas accès à ces médicaments, donc ce sont des souffrances parfois effrayantes, et plus de 150 pays au monde n'ont pratiquement pas d'opioïdes à prescrire. Pour vous raconter ce que je viens de vous raconter, pardon, je me déplace une seconde. Pour vous raconter tout ça, je me suis inspiré de 3 choses. D'un livre remarquable d'un Anglais ou un Américain qui s'appelle Bewley Taylor et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Drug Policy Control, Consensus Fractured. C'est vraiment absolument remarquable. Il étudie non seulement les conventions, mais les différentes zungas. Alors le livre, je crois, a été publié en 2012, donc maintenant il est plus complètement à jour, mais c'est un livre tout à fait passionnant. Et puis la Global Commission a publié 2 documents. Le dernier est tout récent, hein, c'est celui-là. La classification des substances psychoactives lorsque la science n'est pas écoutée, c'est un rapport de 2019 qui est très remarquable. Et sur les opiacés, ils ont publié, alors il y a plus longtemps, en 2015, les effets négatifs du contrôle des drogues sur la santé publique, la crise mondiale des souffrances inutiles. Et c'est dans ce document qui parle très très largement des obstacles que les conventions internationales mettent à l'accès aux opioïdes dans la douleur ou d'ailleurs dans les traitements de substitution. Je vous donne un autre chiffre qui est assez intéressant. On évalue à peu près à 7% des moyens requis les programmes de RDR à l'échelle mondiale aujourd'hui, c'est-à-dire
7% de ce qui devrait être financé si on voulait avoir des politiques de réduction des risques à l'échelle mondiale se trouve financé. Donc ces chiffres ne sont pas bons. On ne sait pas combien de temps les conventions vont durer. Alors, à l'évidence, il me reste encore 1 ou 2 minutes. Ça doit être la fin, là, hein, quand même. Bon. Alors, bon, il y a un certain nombre de problèmes qui sont pendants. Je vous en donne un exemple. Vous savez que dans les conventions, vous ne trouverez nulle part ni le tabac ni l'alcool, qui, comme chacun sait, sont des drogues sans aucun danger. Néanmoins, l'OMS a monté un grand programme de lutte contre le tabagisme, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 13% de l'humanité qui vit dans des pays où il y a des politiques anti-tabac raisonnables. Dans tous les autres, c'est juste le pushing publicitaire. Et, pardon, je n'avais pas du tout l'intention de parler de ça, mais je dois dire, quand je suis tombé sur les chiffres, c'est comme quand on lit que le carfentanyl est 10 000 fois plus antalgique que la morphine, on se dit, j'ai dû me gourer d'1 ou 2 zéros. Non, non. Eh bien, on évalue le nombre de décès liés au tabac pendant le XXe siècle à 100 millions de personnes. Les projections pour le XXIe, c'est 1 milliard. Pourquoi? Parce que, eh bien, là où sont les grandes masses humaines, en Chine, en Inde, en Afrique, dans les pays d'Amérique latine, on fume aujourd'hui comme on fumait en Europe dans les années 50. Donc finalement, l'OMS a pris une initiative concernant le tabac. Je ne crois pas qu'il y en ait concernant l'alcool, mais l'OICS est obligé de reconnaître que les conventions ne sont pas équilibrées, c'est-à-dire qu'elles luttent férocement contre le trafic, mais elles n'ont absolument pas mis en œuvre les outils qui permettent un accès à des médicaments qui sont effectivement des stupéfiants, qui sont sous contrôle, comme la morphine ou je ne vais pas vous faire la liste de tous les opioïdes qu'il y a derrière, la méthadone, la pétidine, la dextromorphine, enfin, les opioïdes en général, et que cette situation n'est pas une situation acceptable. Et je vais juste finir en vous lisant ce petit passage qui est extrait donc du texte de la Global Commission. Le système actuel de classification des drogues, régi par les traités de l'ONU, comporte tellement de préjugés historiques et d'incohérences qu'il en est devenu quasi irrécupérable. Selon un groupe d'experts ayant contribué au processus de révision de l'OMS, la situation actuelle, où plusieurs substances importantes, par exemple le cannabis, la résine de cannabis, l'héroïne et la cocaïne, n'ont jamais été évaluées, ou alors pas depuis 80 ans, car les évaluations de la cocaïne, de l'héroïne datent d'il y a 80 ans, nuit gravement à leur contrôle international et prive ce dernier de légitimité. En outre, leur évaluation ancienne ne correspond plus aux connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Bertrand d'avoir été dans le temps. Nous avons justement quelques minutes pour prendre des commentaires, des questions dans la salle ou parmi les orateurs. Pour l'instant pas. Alors, merci effectivement pour cette présentation. On voit bien toute la difficulté où il fallait mettre en place une réglementation, des conventions qui permettent, comme vous l'avez très bien dit, de protéger, car l'objectif quand même c'est à un moment donné donc mettre un système de régulation qui protège, mais où on voit bien aujourd'hui qu'il n'est plus forcément adapté face à une évolution extrêmement rapide, d'abord des connaissances, et puis on voit bien aujourd'hui que tout va très vite dans le monde entier, avec les nouvelles technologies, la possibilité donc de se déplacer facilement. Les produits sont facilement disponibles par Internet, donc aujourd'hui on voit bien que c'est très compliqué effectivement, et que les systèmes de réglementation et de régulation qui ont été mis en place il y a longtemps maintenant, eh bien, nécessiteraient finalement d'être revisités à la lumière finalement d'une situation qui est aujourd'hui très différente. Alors, on voit bien par rapport à des produits comme le cannabis, où aujourd'hui il y a une connaissance effectivement qui s'enrichit et qui fait que effectivement la classification initiale n'était pas forcément, aujourd'hui n'est plus complètement donc adaptée. Et comme vous l'avez dit, d'un autre côté, on voit bien des médicaments qui sont essentiels comme les opioïdes, et à côté de ça, une épidémiologie dramatique en Amérique du Nord notamment, et la nécessité effectivement à un moment donné de trouver quelque chose qui permet
permettent de justement adapter la réglementation pour justement limiter les risques liés à un usage qui est devenu inapproprié. Donc on voit bien que c'est compliqué, et on le voit bien aussi dans la réglementation française qui elle-même est une déclinaison, je dirais, des conventions internationales, où avec effectivement, les narcotrafiquants l'ont bien compris, avec des nouveaux produits qui arrivent régulièrement, les legal high, qui ne sont pas encore classés, et on voit bien qu'il y a toujours un décalage, et aujourd'hui la nécessité effectivement de trouver des stratégies qui permettent finalement de réguler ce phénomène très très évolutif et rapidement évolutif. Juste un petit mot, alors je souscris à tout ce qui vient d'être dit sur le caractère, comment dire, poussiéreux de toutes ces conventions. Il faut voir qu'au plan international, la difficulté de mobiliser les nations est évidemment une charge extraordinairement complexe. Il se trouve que par exemple l'OICS, que tu as évoqué au début, donc l'Office international de contrôle des stupéfiants, donc le policier, le gendarme qui vient vérifier si les différents États appliquent bien les conventions internationales, néanmoins évolue dans sa rigueur, puisque actuellement on est membre, le professeur Jalal Toufik, donc, qui est psychiatre, qui s'intéresse beaucoup aux problèmes d'addiction, qui était élu au titre du Maroc, qui a été un collègue à Bordeaux autrefois, donc je le salue, et on lui disait, mais comment ça se passe par rapport à la réduction des risques? Et bien, il nous disait à chaque fois, la Fédération de Russie, la Chine, etc., veulent absolument revenir en arrière sur toute cette tolérance par rapport aux pratiques de réduction des risques, sans parler des salles de consommation, qui sont considérées comme une entrave en fait aux conventions de prohibition. Et pour le moment, justement, il disait que malgré tout, les choses bougeotent un petit peu, puisque l'OICS tient bon et respecte tout à fait les pays. Là, ils étaient en France l'année dernière, on les a reçus et discutés avec eux dans le cadre d'une rencontre à la Mildeka, et tient bon sur ce genre de choses, c'est-à-dire au moins entrouvrir la porte à ce qui est de la réduction des risques. Donc je souscris, et au moins même dans cet organe qui est peut-être l'un des plus comment dire, répressifs de la bande, puisqu'il est là pour exécuter, pour contrôler, il y a quand même des évolutions, mais des évolutions non dites, compte tenu de la nécessité d'avoir une forme de consensus avec des États qui, eux, ils sont totalement opposés. Encore une fois, là aussi, au niveau des représentations, c'est dramatique, parce que vous l'avez très bien dit, l'alcool et le tabac aujourd'hui ont un caractère totalement légal, et pourtant, aujourd'hui, ce sont les pourvoyeurs de la plus grande dangerosité, mortalité, souffrance dans nos sociétés, et donc on voit bien qu'il y a un décalage qui est énorme, et donc incompréhensible, et ça contribue bien entendu à fausser les représentations et à des positionnements du coup de politique, ou même carrément le positionnement des usagers par rapport à ces produits. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, je voulais faire un commentaire sur la présence du syntagme harm reduction ou réduction des risques dans les textes officiels. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'agences des Nations Unies, à commencer par ONU-SIDA et l'OMS, qui ont repris à leur compte la réduction des risques avec ces outils, les programmes d'échange de seringues, les TSO, les salles de consommation à moindre risque, etc. Mais en revanche, dans les documents officiels de la CND, par exemple, vous ne trouverez jamais l'expression réduction des risques. Jamais. À l'ONGAS 2016, il y a eu un document final, réduction des risques ne s'y trouve pas. Alors pourquoi ? À mon avis, parce que au début de cette histoire, il y a 25 ans, c'est vrai que les personnalités les plus en vue de la réduction des risques, en particulier américaines, étaient tous des antiprohibitionnistes. Et donc, ça a évidemment introduit, en tout cas, on a pensé dans les hautes instances de l'ONU que la réduction des risques n'était que le faux-nez de la légalisation des drogues. C'était le cheval de Troie qu'ils utilisaient pour aboutir à leur fin. Alors, c'est une erreur pour au moins une raison, c'est que la réduction des risques n'attend pas. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, si en France on avait attendu que la loi de 70 change, eh ben, rien n'aurait bougé depuis le début des années 90. Bon, ça n'était pas possible. Donc la réduction des risques, elle est pressée, alors qu'en réalité les législations sont très lentes. Mais c'est tout de même un vrai problème qu'on est d'un côté... Je vais aller très vite. Sur le plan mondial, c'est quoi la situation ? Il y a les pays latino-américains qui sont extrêmement demandeurs de réformes, et c'est donc pas du tout un hasard si l'Uruguay a été le premier pays à légaliser le cannabis. Vous connaissez la situation du Mexique qui est absolument effrayante. Enfin, le nombre de décès que la guerre à la cocaïne fait au Mexique, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes
et un niveau de violence qui est proprement effrayant. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la feuille de coca pourrait être légalisée à l'échelle mondiale, mais je vais pas développer ce point. Et donc, on est quand même dans une situation où il y a des problèmes considérables qui sont pendants. On ne peut pas imaginer un instant que la situation reste là. Or, qu'est-ce que vous avez à côté des grands pays latino-américains? Le Brésil semble être un contre-exemple. Je ne voudrais pas être trop long. Le Brésil de Bolsonaro semble être un contre-exemple. Mais malheureusement, les questions de sécurité et le nombre absolument considérable d'homicides au Brésil, souvent liés au trafic de drogue et donc de cocaïne, a joué un rôle extrêmement important dans l'élection de Bolsonaro. Mais pour aller vite, vous avez les pays latino-américains et l'Europe qui sont plutôt sur une position de ce que Ethan Nadelman, qui est un politiste que j'adore, appelle la prohibition progressive. Mais de l'autre côté, c'est ce que tu indiquais, il y a des pays comme la Russie, comme la Chine, sans parler de la Thaïlande ou des Philippines, hein, les Philippines où les exécutions extrajudiciaires d'usagers et de petits dealers se sont multipliées, et puis de règlements de compte qui n'ont pas grand-chose à voir, se sont multipliés au point qu'on ne sait pas s'il y a 15 000 ou 20 000 morts. En tout cas, ces pays-là, non seulement ne sont pas du tout d'accord pour que des termes comme réduction des risques se trouvent dans les conventions, et par définition, à l'ONU, il faut qu'il y ait consensus. Hein. Tout le monde signe le même texte. Hein. Il ne s'agit pas que chacun signe un texte qui lui convient. Ces pays-là freinent actuellement toute évolution. Et donc, c'est vrai que la situation, elle est quand même très, très bloquée. Pardon d'avoir été trop... Non, c'est parfait. Des commentaires dans la salle ou des questions? Alors, s'il n'y en a pas, on va donc passer à la troisième présentation avec Jean-Michel Delille, qui va justement nous évoquer drogue, médicaments, psychothérapie vers une cure fusion. Jean-Michel, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci à Jean-Pierre de m'avoir invité à Archites. Et j'en profite puisque je viens assez souvent en fait aux journées de THS, toujours avec le même plaisir. Mais c'est la première fois, je pense, que j'y viens en qualité de président de la Fédération Addiction. Donc, merci. Et donc, ça me donne l'opportunité de présenter à Jean-Pierre, de la part de l'ensemble de notre profession, l'expression vraiment de toute notre estime et admiration pour tout ce qu'il a apporté au secteur depuis une quarantaine d'années. Puisque je disais que je te connaissais depuis une vingtaine d'années, mais Jean-Pierre, c'est 40 ans à peu près, puisqu'il était assistant à l'époque à l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux, quand moi-même j'étais interne. Et il nous étonnait toujours par ses capacités d'innovation et de rencontre, notamment la capacité d'aller à la rencontre d'anesthésistes pour nous amener une machine électrique, l'Anestélec, pour l'aide au cure de sevrage des héroïnomanes, que nous utilisions dans nos différents services avec succès. Et cette curiosité, ces capacités d'innovation, ensuite, nous ont permis de développer et de poursuivre, en tout cas, les contacts avec les Américains, notamment avec le CPDD. Il y a un deuxième élément qui, moi, me semble fondamental, c'est qu'il a été totalement précurseur dans le champ des traitements de substitution dans notre pays. Et c'est évidemment au cœur de la discussion que je vais amener maintenant, parce qu'il nous disait, mais face à des héroïnomanes et autres, pourquoi ne pas leur prescrire du laudanum ? Et donc c'était tout à fait troublant pour nous, puisque le laudanum c'était un médicament, mais qui était détourné, donc qui était perçu comme une drogue. Et on se demandait, nous, jeunes internes, comment on pouvait donner une drogue à un malade pour le soigner, comment ça pouvait être un médicament. Et vous connaissez la suite, avec tout le développement des traitements de substitution dans notre pays. Et puis il y a un troisième élément, évidemment, qui est fondamental, c'est THS, enfin c'est cet élément de rassemblement là, entre collègues, un lieu de réflexion dans une ambiance toujours agréable, dans un lieu paradisiaque. Donc merci Jean-Pierre. Alors il y a 2 ans à peu près, on avait réfléchi dans le cadre de l'organisation des journées THS de l'époque à une thématique autour de drogue et médicaments, et ça avait été introduit en partie par la crise des opioïdes aux États-Unis, où on observait que des bons médicaments, l'Oxycontin, pouvaient agir comme de redoutables drogues avec des effets délétères, et que parfois ces bons médicaments, quand on les
sevrés, quand on les supprimait aux patients, finalement, il les remplaçait, il les substituait par de l'héroïne ou du carfentanyl. Donc on voit finalement là qu'il y avait une confusion, évidemment, entre drogue et médicaments. Et ce que j'avais ajouté à l'époque, il y a un autre domaine qui m'intéresse, c'est quand des drogues, les psychédéliques, peuvent devenir des médicaments, avec ce qui se passait actuellement au plan international, notamment aux États-Unis, en Angleterre. Et donc j'avais proposé d'introduire quelque chose sur le trip treatment, donc le traitement par le trip, qui a été très bien présenté tout à l'heure par Christian. Et je vais reprendre cette réflexion en la développant un peu, en élargissant à quelque chose qui m'est cher, c'est l'élément nouveau, et qui a été très bien introduit par Christian. C'est que si on prend l'utilisation des hallucinogènes au plan international, ça a d'abord été utilisé en psychiatrie et en médecine comme catalyseur finalement des psychothérapies. Ces avantages-là qui avaient été relevés à l'époque massivement, Cary Grant disait qu'il avait plus appris sur lui avec une prise de trip qu'en 10 ans de psychanalyse ou 15 ans, je ne me souviens plus. Et donc c'était quelque chose d'intéressant à l'époque. Puis ensuite, il y a eu tous les problèmes qu'on connaît qui font que ça a été classé et que paf, ça s'est arrêté. Je pense qu'actuellement, dans une large mesure, l'avenir des hallucinogènes dans le domaine des soins, s'il y en a un, c'est du côté d'un rapprochement avec les psychothérapies, c'est-à-dire retrouver sans doute le domaine où ils sont le plus efficaces. Alors, ce que j'ai voulu appeler plaisamment, mais on verra tout à l'heure que c'est une expression un peu différente qui est reconnue au plan international, la cure fusion, c'est-à-dire où on essaierait de dépasser les clivages, non seulement entre drogue et médicaments, mais les clivages entre tenants des médicaments et tenants des psychothérapies, pour voir que finalement, face à des problématiques globales et intégrées, peut-être est-il nécessaire d'avoir des approches globales et intégrées qui puissent permettre d'offrir aux personnes, selon leurs besoins, selon leurs demandes, des approches qui puissent coupler finalement un soutien psychothérapeutique, un accompagnement social, mais aussi des médicaments et pourquoi pas des hallucinogènes. Donc voilà l'idée générale, et puis tu me feras signe quand ce sera trop long, mais tu vois, on pourra s'arrêter, parce que c'est ce que je voulais dire en gros. Alors, un petit rappel historique, tout le monde sait qu'il y a toujours eu des drogues dans l'univers. En revanche, il n'y a pas toujours eu, contrairement à ce qu'on pense, des problématiques addictives, autant qu'on sache. Et on se rend compte que dans les sociétés traditionnelles, finalement, les usages étaient généralement régulés. Ça a été évoqué tout à l'heure très bien par Christian, ça c'est une scène initiatique à l'Iboga. Et finalement, ces produits-là étaient utilisés dans des cadres extrêmement contrôlés, avec des fins soit magico-religieuses, soit des fins médicinales. Et puis vous voyez en haut à droite comment une drogue naturelle qui n'a pas eu de problème dans un contexte culturel particulier, qui était parfaitement tolérée, comme les feuilles de coca dans les Andes ou en Bolivie ou au Pérou, peut, dans certaines circonstances, faire un usage un peu atypique. Et vous voyez en haut à droite un voyageur chamanique, un voyageur psychédélique, un blanc là au milieu, qui va essayer de guérir des problématiques psychosociales, des problématiques souvent de drogue, avec des initiations à l'iboga. Et où ce même produit va être perçu par lui comme étant un médicament, une solution, et pour autant, on va le voir tout à l'heure, va faire l'objet d'un classement et d'une interdiction en tant que drogue. Pour autant, si on reprend l'iboga, qui est plutôt un psychostimulant, qui a toutes sortes d'affaires, on se rend compte que très vite, la pharmacopée française, en l'occurrence au Gabon, l'avait utilisé comme médicament stimulant avec le lambarène, le lambaréné cher au docteur Schweitzer. Lui aussi, très vite, a pu être identifié comme quelque chose qui pouvait faciliter des psychothérapies, et plus récemment, donc, il a été proposé comme anti-addictif global. En revanche, on a pu relever également quelques effets indésirables, et notamment depuis 2007, suite à 2 décès, la France, sur proposition de la commission des stupéfiants, je faisais partie de cette commission, donc vous pourrez interroger tout à l'heure, avait décidé de classer l'iboga dans la mesure où, hors contrôle, il pouvait être l'objet de dérives sectaires et d'un usage qui, à ce moment-là, devenait un usage problématique. Donc l'idée générale, c'est qu'il faut combattre l'illusion dualiste qui nous laisse penser que d'un côté, il y aurait des bons médicaments, bénéfiques, peu dangereux, et de l'autre, de mauvaises drogues qui seraient addictives, dangereuses, toxiques, et ce qui nous permettrait de penser que la solution serait dans des mesures de prohibition. Il suffit d'interdire les mauvaises, en fait. Or, tout ce que nous allons voir au travers de différentes illustrations, mais ça a déjà été très bien dit auparavant, c'est que finalement, en règle générale, ce sont les mêmes produits, en fait. C'est-à-dire c'est beaucoup plus les contextes d'usage, prescrits ou pas prescrits, la qualité des indications, la qualité des attentes des personnes et des prescripteurs ou des utilisateurs, qui vont faire que dans certains cas, le même produit peut avoir des effets parfaitement bénéfiques ou dans d'autres, des effets totalement dangereux. Ce qui complexifie la tâche des organisations internationales pour séparer le bon grain de l'ivraie.
Donc il a été question de pharmacone, c'est les deux visages. Potion, à gauche c'est tout ce qui est bien, remède bénéfique, l'homme médecine, le chaman, le médecin, le pharmacien, le patient, prescrit, contrôlé. Et de l'autre côté, le mauvais produit, le poison, la drogue, le sorcier, le dealer, le toxico, l'addict, et évidemment un produit illégal, mais on va voir tout au long de notre présentation qu'en fait il s'agit schématiquement des mêmes produits. Alors la feuille de coca, on en a parlé, la quinquina, c'est bien, ça requinque. La digitale, on sait que ça a plutôt mauvaise image de marque en psychiatrie. Alors l'exemple qui a été donné tout à l'heure est parfait, c'est le cannabis. Les effets négatifs sont bien connus, je passe, vous les connaissez par cœur. Les effets bénéfiques sont bien connus aussi. Alors peut-être de manière trop restrictive en France, mais en fait j'avais la chance d'avoir été auditionné là, au comité scientifique provisoire sur le cannabis, où on avait fait un certain nombre de propositions. Et je pense que c'est déjà une grande avancée, si ça va bientôt se passer dans notre pays. On commence à autoriser l'expérimentation de cannabis thérapeutique dans certains cadres d'indications bien précises. Alors un point de différence ou de divergence avec mon ami Christian, vous l'aurez noté, c'est que pour le stress post-traumatique, PTSD, je mets un point d'interrogation, puisque pas mal de travaux au préalable laissent supposer qu'à long terme, à moyen terme et à long terme, le cannabis aurait plutôt un effet négatif sur le stress post-traumatique, ce qui fait qu'un certain nombre d'États américains le comptent au nombre des indications, un certain nombre d'États américains le comptent au nombre des contre-indications. Personnellement, je serais plutôt de ce côté-là, mais enfin, c'est un point à discuter. Donc, CBD, etc. Le pavot, n'en parlons pas, superbe plante, bon médicament, la morphine, moyen médicament, l'héroïne en haut à droite, et puis on connaît actuellement tous les problèmes d'usage et d'abus d'opioïdes chez des usagers de drogue ou chez des patients qui ont des intoxications à des antalgiques opioïdes avec des complications tout à fait sévères, notamment aux États-Unis. Donc, en Occident, ça a été dit en introduction par notre ami Maldonado, la plupart, ou toutes, même les drogues, quand on parle de drogue, on parle de produits qui généralement ont été identifiés également, et parfois dans un premier temps d'ailleurs, comme médicaments. Donc, il y a la morphine, l'héroïne, la cocaïne, le THC, les amphétamines, la MDMA, le LSD, la kétamine, etc. Donc, des régulations suite aux effets négatifs. Néanmoins, on voit que ces médicaments peuvent reprendre une valeur drogue dans certaines circonstances. Ça a été évident même avec des opioïdes réputés mineurs comme la codéine, à l'époque du Purple Rank, avec des décès d'adolescents, y compris dans notre pays. Et alors là où la situation, évidemment, devient totalement évidente, c'est avec les opioïdes antalgiques, avec la crise américaine. Mais la même réflexion peut être dite à propos des amphétamines dans le trouble déficit de l'attention, la ritaline, également les TSO, substitution et les benzos. À l'inverse, des drogues qui sont repérées comme des drogues peuvent avoir des effets thérapeutiques qui ont été injustement négligés du fait précisément des conventions, tout ce qui a été expliqué tout à l'heure. Les mêmes, le cannabis, la psilocybine. Il fut un temps, je me souviens, à la commission des stupes, où il y avait une expression qui était « tout hallucinogène va être classé, dès qu'il apparaît que ça a un pouvoir hallucinogène », c'était quasiment un délit de faciès, de famille quasiment, sans même d'évaluation. Ce n'est plus du tout le cas, évidemment, mais il y a une telle réputation des problèmes liés à ces produits-là que du coup, ça avait complètement bloqué toute expérimentation. MDMA, kétamine. Donc en résumé, il n'y a pas en soi de bonnes ou de mauvaises drogues, mais des rapports bénéfices-risques variables selon les produits et les modes d'usage. Alors les opioïdes, on va passer vite, l'excellent Oxycontin, on voit le rôle dramatique de différentes choses, notamment des liens de proximité excessive aux États-Unis dans les années 90 entre certains industriels, certaines sociétés savantes, certains auteurs d'articles. Je vous laisserai des diapos, vous pourrez voir le détail, tout est indiqué, qui font que le discours du laboratoire autour du fait que l'Oxycontin, grâce à sa galénique, sa longue durée d'action, n'aurait pour ainsi dire pas de potentiel addictif et de dangerosité majeure. Donc on pouvait l'inscrire largamanu, et en même temps une campagne qui, elle, était légitime, qui visait à faire reconnaître la douleur comme un symptôme à traiter absolument et qui devait faciliter l'accès à toutes sortes de produits. La difficulté, c'est qu'autant on peut être d'accord sur le fait qu'il faut évidemment toujours et systématiquement traiter un syndrome douloureux, autant il n'est pas toujours bénéfique de le traiter par de l'oxycodone. C'est-à-dire c'est toujours la question d'une évaluation globale. Une bonne partie des syndromes douloureux chroniques, non cancéreux, sont liés aussi à des difficultés de vie, à l'adversité sociale, à des problèmes. Et quand l'adversité sociale des États-Unis du Midwest a été traitée à grands coups d'opioïdes, ça a donné effectivement une perte de contrôle totale avec le résultat désastreux que nous connaissons tous. L'augmentation. Ensuite, les autorités, vous le voyez depuis 2010,
sont revenus en arrière sur l'ouverture large de l'oxycodone, donc avec une réduction des ventes. En revanche, ce qui a été remplacé, l'oxycodone a été remplacé, vous voyez, par l'héroïne qui a monté. L'héroïne était encore plus toxique, la mortalité a été encore accélérée. Ce qui fait qu'une fois que ce type de mécanisme est lancé, on sait que c'est extrêmement difficile à ralentir. Les mesures réglementaires ont amené en fait une accélération du problème. En revanche, les autorités sont moins responsables puisque ce sont des produits qui sont achetés sur le marché noir ou sur Internet. Les projections actuelles, vous savez, la mortalité, c'est une guerre du Vietnam par an, à peu près, 40 000 morts. Et les projections actuelles, on doit être à 400 000 morts totalisés. Il va y en avoir encore 300 ou 400 000, c'est-à-dire que c'est un pic épidémique. Donc ça va être une catastrophe sanitaire totalement inhabituelle et massive, avec un médicament. Un médicament dont on avait oublié que ça pouvait être une drogue. Alors j'en viens dans l'autre sens, la drogue qui va devenir un traitement. Alors la kétamine, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ça c'est un article qui avait été écrit dans l'American Journal de psychiatrie par Nemiroff, et c'est ce qui était dit au début. Ça peut être la meilleure des choses et la pire des choses. En fait, il avait mis ça en épigramme, la situation de Dickens. Donc vous voyez en bas à droite l'excellent médicament dont on nous a dit que c'était un anesthésique remarquable, peu dépresseur respiratoire, etc. Et puis c'est aussi un anesthésique pour les chevaux, vous savez, en art vétérinaire, ce qui fait qu'aux États-Unis c'est appelé le Special K, et vous voyez un cheval là qui est en train de se doper à la kétamine, avec des abus qu'on retrouve alors assez largement également dans notre pays, notamment dans les milieux festifs. Alors d'où vient-tu, kétamine? La kétamine est autorisée depuis longtemps, vous voyez, des années 70 pour l'anesthésie. Il y a relativement peu de discussions sur l'intérêt de ce produit, et y compris maintenant des indications dans le domaine de la dépression, avec un effet relativement rapide qui pourrait être intéressant des dépressions résistantes, et avec une indication qui fait jour de plus en plus, semble-t-il, un effet important en termes de réduction du risque de passage à l'acte suicidaire chez des dépressifs sévères. Ce qui fait que l'eskétamine, l'énantiomère administré intranasalement, est en cours d'étude par Janssen avec ces indications-là. Et les cours d'étude, ça c'était une diapo, vous voyez, qui est datée, puisque le cours d'étude est arrivé maintenant, puisque nous avons une ATU de cohorte en France. Les psychiatres hospitaliers dans la salle peuvent prescrire de l'eskétamine dans des dépressions résistantes depuis le début du mois. Alors là où on avertit les autorités, c'est qu'il faut éviter par contre qu'en France se passe ce qui s'est passé aux États-Unis, à la lueur non seulement des opioïdes, mais de la kétamine. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques spécialisées kétamine aux États-Unis, et beaucoup d'entre elles ne suivent absolument pas les recommandations minimales des rapports de bon usage. Et notamment la conférence de consensus de l'Association américaine de psychiatrie disait que certes, on pouvait faire des indications liées à la dépression résistante, qui résiste y compris à des ECT, à des sismothérapies, des choses comme ça, mais c'est tout. Or là, les indications s'élargissent de plus en plus, notamment aux douleurs chroniques. Douleurs chroniques, troubles obsessionnels compulsifs, migraines, stress post-traumatique. Et là, on sait qu'administrer à quelqu'un qui a un trouble anxieux un produit de ce genre, ça va effectivement avoir dans un premier temps un effet rapide d'apaisement. En revanche, compte tenu de ces vulnérabilités psychologiques, il y a clairement un risque en termes de perte de contrôle, d'abus et de mise en danger du sujet. Alors le potentiel addictif, il est connu, c'est un antagoniste NMDA. Il y a clairement une absence de blinding, je ne reviens pas à ce que je disais tout à l'heure du côté aveugle. Alors avec la kétamine, c'est pareil, hein, c'est comme des hallucinogènes. Vous donnez ça contre un placebo, le type, il fait la différence instantanément, c'est pas du tout pareil. Donc, à côté de la kétamine, on voit qu'il y a une résurgence d'intérêt pour d'autres produits, alors moins des produits dissociatifs comme la kétamine, mais de vrais hallucinogènes comme la psilo, comme le LSD, etc. Alors, la question qui se pose, là elle est en anglais, parce qu'il faut être à moitié anglais, à moitié français ici, mais bon. La question qui se pose, c'est est-ce que ces produits agissent parce qu'ils ont un effet direct antidépressif, antalgique, pour le cannabis, ou est-ce qu'ils agissent parce que c'est, entre guillemets, une drogue, c'est-à-dire c'est l'effet euphorique. Alors, entre nous, pour le cannabis thérapeutique, sur la douleur, il y a beaucoup d'études expérimentales qui tentent à démontrer que ça agit sur la dimension affective de la douleur. Néanmoins, la dimension affective de la douleur, elle est vraie, elle est exacte. Donc, il faut bien soulager ces personnes-là. En revanche, on voit qu'on est au cœur du problème, c'est-à-dire c'est une dimension plutôt psychotrope, euphorisante, entre guillemets, qui peut avoir un effet globalement bénéfique par rapport à des personnes qui ont un trouble. Mais dans certains cas, cet effet bénéfique étant psychotrope et potentiellement addictif peut entraîner secondairement des conséquences complexes. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aux bonnes conditions d'utilisation. Donc là, c'est pour vous rassurer, vous pouvez prescrire de l'eskétamine depuis le 23 septembre. Ce sont des sprays nasaux de 28 mg.
Et les doses, c'est 1, 2 ou 3 sprays une fois par semaine. Alors j'indique au passage qu'aux États-Unis, où ça a été mis sur le marché, le coût hebdomadaire est de 4 700 $ à 6 800 $ pour le premier mois. Et j'invite les autorités à réfléchir au fait qu'on vient de faire une ATU pour se lancer là-dedans, ce qui est très bien pour soigner les dépressions résistantes, qu'on n'a toujours pas le remboursement de l'analoxone intranasal, qui est d'un enjeu tout à fait immédiat, vital pour de nombreux patients, et où on n'arrive pas, en fonction de prix qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont indiqués là, on n'arrive toujours pas à l'avoir facilement dans notre pays. Donc je passe. Ça, c'est des t-shirts. Vous voyez ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Il y en a vraiment, la kétamine en bas à droite, c'est uniquement pour les branques et les chevaux, et d'autres qui disent à l'inverse, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, serait très ennuyeuse si on n'avait pas la kétamine. Bon. Alors le trip treatment, ça c'est des statues, c'est mon côté anthropologue, c'est beau, des statues de champignons, ça c'est plus contemporain. Alors ça revient. Alors la version moderne, mais ça a été mentionné tout à l'heure par Christian, c'est que de nouveau, il y a des publications extrêmement sérieuses, américaines, anglaises, qui réexpérimentent la psilo dans un certain nombre d'indications. Donc il y a eu des publications dans le Lancet, le British Journal, Nature, etc., avec des indications claires et non controversées pour les dépressions résistantes, notamment dans des états de cancer avancé, cachectique, où là, le rapport bénéfice-risque est de toute façon bon, mais également sur des indications un peu élargies, au-delà de la fin de vie, des dépressions résistantes, toujours les TOC, et donc les états de stress post-traumatique, mais avec la MDMA, beaucoup plus que, selon moi, avec le cannabis. Donc la psilo, vous voyez, la structure est relativement proche de... Ça, c'est un dessin de Hoffman lui-même, par hommage à Christian. La psilo, c'est assez proche du LSD. En revanche, c'est moins stigmatisé. Et les expérimentateurs américains ont dit que le LSD était tellement diabolisé qu'ils ne pouvaient pas, même s'ils avaient l'autorisation, ils se feraient assassiner s'ils essayaient le LSD. Tandis que la psilo, finalement, les gens ne remarquent pas totalement que c'est un hallucinogène. Donc c'est un agoniste sérotoninergique, évidemment. Et donc, il est utilisé à des doses banales. Et là, on se rend compte qu'une seule dose, c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qu'on va dire tout à l'heure, une seule dose, délivrée dans une ambiance très sécurisante, avec des accompagnants parfaitement formés, ça tu l'as dit, il faut que ça soit une ambiance cool, apaisante, rassurante, etc., permettait d'obtenir une véritable expérience d'ouverture spirituelle, avec une réduction massive et durable des symptômes anxieux et dépressifs chez des patients atteints de cancer en phase terminale. Et là où rien ne marche, en question médicaments, en tout cas antidépresseurs et autres, même l'accompagnement. Et donc la qualité de vie s'en trouvait considérablement améliorée. Alors ça, c'est une chambre d'hôpital version trip treatment. Vous voyez que c'est une ambiance assez différente de celles qui sont habituellement les nôtres. Et les doses, c'est 0,2 mg de psilo par kilo. Douceur, personne volontaire. Alors un des biais, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure. Les résultats sont positifs, hein. Il y a un biais qui mériterait d'être réévalué. Enfin, c'est que, évidemment, c'était proposé, les patients pouvaient dire non, et en gros, disaient non ceux qui ne connaissaient pas et qui se méfiaient de la psilo, et disaient oui, tendanciellement, des gens qui en avaient une expérience quand ils étaient jeunes, puisque là, cancer, ça veut dire qu'ils étaient jeunes dans les années 60 à peu près. Donc, en l'occurrence, ça, c'est évidemment quelque chose qui sera à vérifier. Néanmoins, ce sont des données extraordinairement prometteuses. Alors les hypothèses, on a parlé tout à l'heure, Christian, de Carhart-Harris. On arrive à faire des études maintenant en imagerie fonctionnelle pour voir ce qui se passe dans le cerveau de ces gens. Et parce qu'un des grands mystères dans notre domaine, quand on utilise des molécules, c'est pourquoi ces molécules, au lieu de devoir être prises tous les jours à vie, ce qui intéresse beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, seraient des molécules qui agiraient après une seule prise dans la vie. Ou même la kétamine, une prise par semaine. C'est assez atypique dans notre monde. Donc il apparaît schématiquement que ça fait une forme de reset et que finalement ce sont des résultats qui laissent supposer que ce sont les effets subjectifs de ces drogues qui sont causés par une activité, une connectivité fortement diminuée dans des zones clés au niveau cérébral, qui sont les zones clés, les chefs d'orchestre cérébraux, qui organisent la structure entre les perceptions, les sensations, les émotions, tout ce qui fait que nous sommes des êtres intégrés. Et là, en fait, ça découple cela, ce qui fait qu'on va pouvoir entendre des sons en voyant une lumière, mais on va pouvoir voir une lumière en ayant une émotion, etc. Et au-delà de ça, de ce découplage, cette
cette libération cognitive permettait aussi, ce qui était observé par Hoffman et tous, d'avoir des retours, une ouverture de conscience sur son passé, son histoire, etc. D'où l'accélération, évidemment, d'une trajectoire psychothérapeutique, si vous me suivez. Parce que ce n'est pas un hasard si les psychanalystes se sont intéressés, et si, d'un certain point de vue, ça permet d'avoir une grande avancée dans la découverte de soi et des aventuriers psychédéliques. Alors là, vous voyez les effets subjectifs contre placebo, il n'y a pas photo, vous pourrez les regarder, il y a rarement des écarts comme ça, enfin, c'est majeur. Les effets perçus sous molécule, c'est le bloqueur, et sous placebo, vous voyez, c'est en gris. Ils ne confondent pas, ils voient vraiment des effets qui sont des effets, pour beaucoup, qui sont les effets hallucinogènes classiques, mais aussi des effets de dissolution du moi, de paix intérieure profonde, avec une connotation spirituelle ou mystique qui surprend les gens. Il y en avait parmi les expérimentateurs des gens totalement athées qui pensent que la spiritualité, ça n'existe pas, et qui tout d'un coup, pam, se trouvaient dans une situation d'ouverture au monde, de fusion plus ou moins avec le cosmos. On commence à voir la cure fusion, tu vois. Les approches des hallucinogènes permettent de fusionner avec ce monde-là, et une forme de paix intérieure qui arrivait à leur donner un minimum de sérénité face à l'approche de la mort, hein, puisque là, c'est des personnes qui vont mourir, ce qui fait que ça leur permettait, grâce à cette paix intérieure, de recevoir leur entourage, de recevoir leurs amis, leur famille, et de les aider, même en montrant, vous voyez, je suis prêt à m'en aller dans l'au-delà, etc., avec quelque chose de l'ordre d'une rencontre. Donc, une expérience absolument ineffable, mystique. Alors, voilà l'imagerie de l'expérience mystique. En bas, c'est l'imagerie plus traditionnelle indienne. Donc les hallucinations pourraient être le produit de rencontres et d'échanges entre les centres cérébraux de la vision et de l'audition et nos émotions ou nos croyances, sans le chef d'orchestre capable d'organiser ces contenus. Donc une hypothèse, ce serait que ça produit effectivement une dissolution, c'est l'effet dissolution, et ensuite un reset, ce qui permettrait de comprendre que ça puisse avoir un effet relativement durable. Alors ça, c'est une étude qui confirme ce que je viens de dire sur la possibilité d'avoir un effet durable avec l'hypothèse du reset. Alors ce qui est intéressant, c'est que les modifications neurobiologiques qu'on obtient à ce moment-là sont comparables à celles, alors j'ose à peine le dire, c'est en bas à droite, c'est en anglais pour que nous, on ne s'en rende pas compte, ECT, c'est un électrochoc. Où là aussi, avec certains électrochocs, on a été surpris d'avoir chez des dépressions résistantes des effets qui étaient extrêmement durables, en fait. Bon, pas toujours, mais souvent, extrêmement durables, donc avec une version quand même beaucoup plus soft et plus agréable pour les personnes. Et alors, la MDMA, sur l'ecstasy, c'est la mauvaise drogue, entre guillemets, la MDMA, c'est le bon médicament. Ça a été dit tout à l'heure, ça vient d'être mis sur le marché dans cette indication-là, cette indication, hein, stress post-traumatique, ça a été mis sur le marché en Israël, et on sait que c'est en phase quasiment finale d'évaluation aux États-Unis, avec un dispositif dit de fast track, ce qui peut laisser supposer que la MDMA sera mise sur le marché aux États-Unis dans l'indication stress post-traumatique l'année prochaine. Alors, ce qui est, du coup, en termes d'évolution chez nous, une interrogation, évidemment, sur les implications au plan réglementaire et autres de ce type de médicaments, mais aussi, à mon avis, de bien encadrer les indications. Parce que vous comprenez bien que si, dans le cas d'un stress post-traumatique, ces études-là, qui sont très sérieuses, montrent que ça peut avoir un effet durablement utile, la MDMA en pratique courante, ça peut avoir des effets extrêmement redoutables, y compris des décès, comme on a eu encore récemment dans notre pays. Donc, l'hypothèse qui avance de plus en plus, c'est que la MDMA, quand on essaye de voir comment ça marche dans le stress post-traumatique, une des fortes hypothèses, c'est que ça facilite la relation avec le thérapeute. La capacité de parler de soi, la capacité de se remémorer l'événement traumatique sans être de nouveau complètement envahi par l'angoisse, donc avec un effet drogue un peu euphorisant, mais aussi l'effet empathogène ou tactogène qui permet d'avoir une meilleure alliance avec l'interlocuteur. Donc on en revient alors avec les modernes à l'hypothèse des anciens, c'est-à-dire que ça peut jouer vraiment comme catalyseur de psychothérapie. Et dans ces dosages-là, des doses limitées, on évoque la possibilité de développer des psychothérapies assistées à la MDMA, avec des sessions selon des protocoles qui sont bien établis. Donc, si cela se vérifiait, cela permettrait d'envisager qu'on puisse aller vers une véritable rupture dans les actuels paradigmes thérapeutiques, avec la première démonstration evidence-based d'un traitement global en psychiatrie, d'une cure fusion, d'une cure pharmacologiquement assistée, un traitement ne se contentant pas d'agir sur les symptômes, mais modifiant durablement l'évolution de la maladie.
Alors là, c'était cure globale, mais pour faire gastronomique, j'ai mis cure fusion. Alors, conclusion intermédiaire, il ne faut pas perdre de vue pour autant, ce n'est pas totalement par hasard si ces produits ont été classés. C'est-à-dire, il y a eu des classements parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. J'ai connu l'époque, c'était la génération avant moi, en fait. Moi, je n'ai pas été expérimentateur de tous ces trucs-là. Mais par contre, mes prédécesseurs l'avaient tous été, tous. Mes chefs de service en psychiatrie, alors sans doute pas Jean-Pierre, qui était à peu près de mon âge, mais nos prédécesseurs, et le regretté professeur Cerizet, qui était le professeur de santé publique et fondateur du CUD, nous recevait dans un bureau où il n'y avait que des toiles psychédéliques, c'est lui qui les avait faites. C'est-à-dire, il tournait au LSD, les psychiatres, n'en parlons pas à Paris ou ailleurs, etc. Non, moi je suis de la génération où on se méfiait de tout ça. On prenait moins, ils goûtaient les médicaments aussi. Ah oui, ils goûtaient les neuroleptiques, les antidépresseurs, enfin ça se faisait beaucoup, c'était habituel. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi ça s'est calmé à mon époque, mais ce que me disait Cerizet, c'est que je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'ils avaient vu des problèmes, y compris chez des collègues, et puis des problèmes, de vrais problèmes. Et que du coup, leur vision, qui a priori était tout à fait bénévolente, s'était un peu noircie au fil du temps, au fil de l'expérience. Et Cerizet, comme le moelle, qui nous a formés en neurobiologie, disait que quand même, des hallucinogènes, il fallait les garder du coin de l'œil, les regarder toujours d'un œil avec beaucoup de prudence. Donc, ne pas s'interdire de travailler, de chercher, mais néanmoins être prudent sur l'élargissement des possibilités d'utilisation. Alors ça, je m'approche de la conclusion. Il me reste... c'est bien. Alors, la conclusion, je vais généraliser le propos. Là, on dit... je dis... ce qui a peut-être un phénomène de rupture avec une piste vraiment nouvelle, c'est d'arriver à une approche totalement intégrée, utilisant une substance psychoactive comme booster en fait d'un traitement psychothérapeutique ou d'un lien, etc. Et là, le rôle chaman, tout ça est sans doute absolument essentiel. Il ne faut pas perdre de vue que cette réflexion-là doit s'élargir. C'est-à-dire, c'est pas simplement pour, si j'ose dire, les hallucinogènes. Il y avait un article qui m'avait beaucoup impressionné, c'était en 2001, vous voyez, dans l'American Journal de Gabbard, qui demandait mais qu'est devenu le psychiatre biopsychosocial ? Parce qu'il observait à l'époque, il y avait des psychiatres qui prescrivaient des médicaments et qui ne faisaient pas de psychothérapie, considéraient que c'était du cinéma pour les bonnets. Et il y en avait d'autres qui faisaient des psychothérapies, mais qui ne faisaient pas de médicaments, parce qu'ils considéraient que vraiment ça c'était un poison total, c'était enfermer la parole du sujet, enfin bref. Et ce que disait Gabbard, qui est plutôt psychothérapeute, c'est qu'en fait, les études montrent que ce qui marche le mieux, finalement, c'est la possibilité d'offrir les choses des deux côtés, enfin psychothérapie et éventuellement médicaments quand il y en a face à un problème particulier, mais que ce qui marchait encore le mieux, c'était une approche intégrée, c'est-à-dire qu'on n'oriente pas vers quelqu'un, qu'on puisse assurer, soit dans un service, soit through one person, comme il dit, la même personne puisse, le cas échéant, adapter les réponses thérapeutiques et l'accompagnement en fonction des besoins du sujet, et en tout cas, ne pas s'enfermer dans une simple réponse médicamenteuse ou dans une simple réponse psychothérapeutique. Et des études montrent récemment double randomisation, c'est un peu compliqué, mais que ce qui marche le mieux, abstraction faite des effets relatifs, c'est ce qu'a choisi la personne concernée, psychothérapie ou traitement, ou les deux. Alors les deux visages du pharmacone, j'y reviens pas, avec des corollaires évidemment. Ce n'est pas parce qu'un produit a des effets thérapeutiques qu'il est dénué de danger, par ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'une drogue est dangereuse, mais c'est les mêmes, qu'elle ne peut avoir aucun effet bénéfique ou thérapeutique. Donc c'est en même temps. Et l'illusion dualiste, je viens de la reprendre, avec la difficulté de l'illusion de l'efficacité nécessaire de la prohibition, puisque ça fonctionnerait si effectivement il y avait les bons et les mauvais. Mais là, on voit bien qu'il y a une difficulté qui est plus de l'ordre d'une régulation par rapport à une recherche de bénéfice-risque adaptée soit à une population, soit à un individu. Donc ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées au niveau de conventions et a fortiori de conventions internationales. Mais il y a une autre illusion dualiste, c'est d'avoir séparé le corps et l'esprit. C'est d'avoir séparé le mind and psyché et tout ce qui est spirituel, etc. Et ça, on voit de plus en plus de nombreuses publications qui montrent que les interventions les plus efficaces en médecine, mais également en psychiatrie, mais également en addiction, doivent évidemment avoir des possibilités d'intervention sur différents plans, aussi bien biomédical, médicamenteux, que social, que psychologique. Et c'est en essayant d'agir sur l'ensemble de ces facteurs qu'on agit sur les différentes vulnérabilités, le stress, le trauma, l'adversité sociale. Le trauma, on en a parlé, et qu'on peut avoir des résultats sans doute beaucoup plus durables et efficaces. Et la fin des fins, c'est l'autocritique de Tom Insel. Je trouvais ça absolument remarquable. Insel, vous savez, a dirigé pendant 10 ans le NIMH, donc l'Institut national américain sur la santé mentale. Il lui a donné une forte impulsion du côté d'une hypothèse dominante qui était l'approche biomédicale génético-moléculaire. Il a investi énormément d'argent, il a cherché. À gauche,
c'est son article dans le JAMA en 2010, il est optimiste. On va trouver les voies neuroscientifiques, génomiques, etc., qui vont nous permettre de reconceptualiser l'ensemble des troubles mentaux et de trouver des solutions qui vont charger la pratique de la psychiatrie. Ça, c'est ce qui est annoncé. Et 10 ans après, j'ai passé 13 ans au NIMH vraiment à pousser les neurosciences et la génétique des maladies mentales. Et quand je regarde en arrière et que je vois ce que j'ai réalisé, quand je repense à tous les papiers sans sas qu'on a pu publier, faits par des scientifiques absolument normaux, qui ont coûté au total, je pense, 20 milliards de dollars, je ne pense pas avoir changé d'un iota la vie d'un seul patient, réduit en quoi que ce soit leurs problèmes, le nombre d'hospitalisations, etc. Je me sens redevable de cela, donc de cette erreur. Donc c'est une admirable autocritique à l'américaine de ceux qui a été pendant des années le plus grand propagandiste d'une approche, à mes yeux, réductionniste et biomoléculaire. À mes yeux, c'est ceux de Lemoine, c'est ceux de George Koob, c'est ceux de beaucoup d'autorités. Et je crois que maintenant, il faut en venir à cette autre remarque de Kenneth Kendler, qui est le psychiatre vivant qui a le plus de publications dans le plus grand nombre de revues Impact Factor. Donc c'est le psychiatre officiel numéro 1 de la communauté psychiatrique. Il est d'origine, lui aussi, biogénétique. Il a beaucoup travaillé sur les génomics de toutes les pathologies mentales. Et qu'est-ce qu'il dit, Kenneth Kendler? C'était cet été 2019 dans le JAMA Psychiatrie. Alors, de beaucoup à un à beaucoup, c'est la recherche des causes sur la maladie mentale. Il dit qu'en fait, historiquement, du temps de Pinel et Esquirol, au début du 19e, on partait sur beaucoup de causes. Le tempérament, le climat, enfin toutes sortes de choses, la nourriture, l'ambiance. Ensuite, on en est passé à la fin du 19e, en partie sous l'influence de la paralysie générale et des leçons de l'infectiologie, de la découverte des microbes, à une approche monocausale qui seule légitimait la réalité d'une maladie, c'est-à-dire si on avait une cause avec une maladie, une logique structurale. Et il dit qu'en médecine, en tout cas, tout ça a volé en éclats actuellement. Depuis la réduction des maladies infectieuses, grâce au progrès, la place à occuper maintenant en pathologie et en mortalité au plan mondial, numéro 1, c'est les pathologies chroniques. Donc des pathologies chroniques qui sont liées à des comportements et qui sont par essence multicausales. Niveau de vie, adversité, conditions de vie, habitudes alimentaires, prise de produits, etc. Et donc, on a perdu ce beau modèle de la maladie avec un grand thème, avec une cause. Et il dit bizarrement, le seul domaine où on est resté monocausal, c'est la psychiatrie. Alors qu'il dit, c'est encore plus paradoxal, parce que finalement, la psychiatrie, c'est là où on s'adresse aux organes et le plus complexe, et en interaction permanente avec l'environnement, au moins autant qu'un foie, sinon plus, avec l'environnement, avec les ambiances, avec le stress, avec les rencontres. Mais il dit qu'évidemment, vous l'aurez compris, que maintenant, il faut avancer vers une étiologie complexe ou une complexité des étiologies, la multicausalité, donc la multiplicité des réponses. Et voilà, je vous remercie avec l'éloge de la complexité. Merci beaucoup Jean-Michel pour cet exposé brillant et qui balaye largement effectivement les différents éléments qu'on a évoqués, qui reprennent effectivement donc ce qui a été dit par Christian Seher et Bertrand Lebeau. Alors ça appelle plein de commentaires, évidemment. Alors tu as évoqué tout à l'heure une stratégie qui avait été ramenée par Jean-Pierre, notamment, c'était pas les courants de Limoges par hasard, Jean-Pierre, et évidemment, moi tout de suite ça fait tilt, ça me fait penser à tout ce qui est neuromodulation. Et tu as évoqué, bien entendu, tous les phénomènes de découplage. On voit bien aujourd'hui, il faut raisonner neurocircuits et comment finalement moduler les neurocircuits. C'est pas un seul neurotransmetteur, on le sait bien, et tu as très bien montré au travers une imagerie, on voit bien, donc c'est des systèmes, donc des régions cérébrales qui sont interconnectées entre elles, et on voit bien que les manifestations psychiatriques, les comportements associés donc aux problématiques psychiatriques sont bien liés à des dysfonctionnements de neurocircuits qui eux-mêmes sont sous-tendus par différents neurotransmetteurs. Et évidemment, donc on sait que parmi les systèmes de neuromodulation sur le plan thérapeutique, la stimulation électrique intracérébrale, les autres neuromodulations par stimulation magnétique sont des approches physiques et on peut aussi, au travers d'approches neurochimiques, la pharmacologie, pouvoir le faire. Mais tu vois, ce que tu as évoqué, le fait d'utiliser le MDMA, bien entendu, pour favoriser ce phénomène de déconnexion, quand on fait de l'EMDR, c'est bien ce phénomène, on s'adresse bien à ce phénomène de déconnexion par une approche psychothérapeutique particulière, qui est par le mouvement oculaire, qui serait, soi-disant, le phénomène qui existe déjà dans le sommeil paradoxal. Donc tout ça questionne, bien entendu, sur les mécanismes impliqués sous-jacents, sur le plan neurobiologique. Et donc, du coup,
je dirais aujourd'hui, il faudrait avoir une recherche intégrée qui explore justement quelle est la communauté d'action de ces différents phénomènes, par de la neuromodulation électrique, par de l'approche de MDA, par de l'approche neurochimique type MDMA, qui explique, qui finalement convergerait vers un même système. Je vais en revenir dans un instant. Pourquoi? Parce que tu as évoqué effectivement le problème de la douleur. Aujourd'hui, on sait très bien que les déterminants neurobiologiques, notamment les neurocircuits qui sont impliqués dans la douleur physique et la douleur psychique, sont les mêmes, peu ou prou. Et aujourd'hui, on sait très bien que dans la douleur chronique, on va retrouver exactement les mêmes protagonistes, les mêmes régions et les mêmes neurotransmissions dans les problématiques addictives, dans les maladies psychiatriques et dans la douleur chronique. Donc on voit bien finalement, ce n'est pas le fait du hasard que les médicaments qu'on utilise dans la pathologie psychiatrique, on les retrouve aussi dans la douleur chronique et vice-versa. Donc ça, c'est quand même intéressant et ça explique aussi pourquoi il faut être extrêmement vigilant, bien entendu, à l'utilisation de ces médicaments chez des patients qui ont des douleurs chroniques parce qu'ils ont aussi la vulnérabilité psychique associée. Et ça questionne, bien entendu, par rapport, d'une part, l'utilisation du MDMA qui pourrait s'étendre au PTSD, en addictologie, des patients qui ont des PTSD, mais on en a des wagons. Donc, bien entendu, ça questionne effectivement sur la nécessité d'encadrer ce type de prise en charge. Et maintenant, j'en reviens, bien entendu, à la eskétamine, qui, aujourd'hui, on le sait très bien, qu'elle est très utilisée, effectivement, dans la douleur chronique aussi. On sait qu'elle a un intérêt dans les dépressions résistantes, utilisation comme anesthésique, modèle de schizophrénie sur le plan expérimental aussi, et on voit bien que finalement, là aussi, une démocratisation d'un médicament en spray nasal, ce qui évoque effectivement aussi le fentanyl en spray nasal, donc est-ce que potentiellement, toi qui fais partie de la commission des psychotropes, hein, donc stupéfiants psychotropes, justement, donc ça questionne, bien entendu, donc lorsqu'on met à disposition ce type de médicaments et dans quelle mesure on ne va pas ouvrir la porte donc à une problématique supplémentaire finalement lorsque le médicament, si effectivement il est proposé avec un tel accompagnement, une telle réglementation, et on ne va pas effectivement se retrouver avec des difficultés supplémentaires. D'où l'intérêt du système de l'addictovigilance qui, justement, permet, grâce aux notifications et grâce au plan de gestion de risque, bien entendu, de pouvoir encadrer et justement mettre en place des accompagnements et des réglementations. On a évoqué les conventions qui, aujourd'hui, sont proposées à l'échelon international, mais qui ne sont pas forcément adaptées à un contexte particulier que tu as évoqué. Il peut y avoir, du coup, une dérive. Et l'intérêt, justement, d'avoir, après, un système au sein d'un pays qui permet d'accompagner, de détecter et de mettre en place des mesures réglementaires pour éviter, justement, des phénomènes aujourd'hui qui peuvent être extrêmement rapidement évolutifs. Voilà, tu vois, plein d'interrogations. Je te laisse. Oui, alors j'ai vu dans la salle des personnes de l'Agence du médicament qui pourraient peut-être répondre mieux que moi, mais ça fait des années effectivement que j'ai été membre de la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes de longue date. Je suis un des vétérans, je pense, et je viens d'avoir l'honneur d'être renommé au comité scientifique permanent psychotropes, stupéfiants et addictions. C'est la nouvelle appellation. Et j'ai mentionné tout à l'heure, mais c'était pour me dévoiler, que j'étais là, par exemple, le jour où on a voté favorablement au classement de l'Iboga. Donc, personnellement, je suis favorable à l'ouverture de tous les canaux possibles pour qu'on puisse expérimenter ces molécules ou ces plantes dans le cadre de recherche. Je vais un cran plus loin, c'est-à-dire je suis tout à fait favorable à ce que des personnes qui pourraient être apaisées dans une souffrance, une maladie, une douleur, quelle qu'elle soit, avec des indications bien mesurées, des évaluations robustes avec ce type de médicaments ou de plantes, puissent y avoir accès facilement, tout en mesurant par ailleurs, si on en doutait, il suffit de voir les opioïdes, mais il y a d'autres exemples aux États-Unis, tout en sachant que dans d'autres contextes, les mêmes produits, les mêmes plantes peuvent avoir des effets délétères sur une personne ou sur une population. Et donc, de mon point de vue, il s'agit moins de réfléchir, même si c'est les bases actuelles, à ce qui est bien, mauvais, blanc, noir, mais plutôt à réfléchir quelles sont les conditions d'utilisation qui ont globalement un un rapport bénéfice-risque favorable et celles qui ne les ont pas. Et c'est là où justement la présence d'instances de régulation style agence du médicament est évidemment utile. Une des raisons, je pense, une des raisons pour lesquelles il y a eu la perte de contrôle aux États-Unis, les labos, enfin, il y a des représentants de l'industrie ici, schématiquement, c'est un peu les mêmes aux États-Unis et en France. Une des différences, c'est la réglementation.
c'est la réglementation, c'est l'interdiction de la publicité au grand public, c'est le contrôle des notices qu'ils remettent aux prescripteurs, c'est également, d'un certain point de vue, des autorités de régulation indépendantes qui ne lâchent pas quand on demande, par exemple, un élargissement à toutes sortes d'indications. Tant que c'était pour les opioïdes, tant que c'était les douleurs cancéreuses, finalement, le rapport bénéfice-risque était toujours bon, enfin, globalement. Chose égale par ailleurs. En revanche, à partir du moment où ça a été ouvert et où les États-Unis, les prescripteurs, la Société de la douleur a obtenu que ça soit considéré comme un 5e signe vital qui entraîne une prescription systématique, une recherche systématique, une prescription systématique d'opioïdes, là, on ouvre les vannes à une catastrophe. Et ça, pour le coup, une telle proposition n'est même pas... Enfin, si elle avait pu être présentée à l'Agence du médicament, je ne suis pas sûr qu'elle aurait eu un succès tout à fait probant. J'avais une question par rapport à la kétamine. C'est vrai que bon, si on voit un peu l'histoire, la kétamine, les risques qu'on disait que c'était peut-être le plus important, c'était les risques au niveau cardiovasculaire et les risques pro-psychotiques. Donc on passe à eskétamine, on diminue le risque cardiovasculaire, on diminue les effets pro-psychotiques parce que c'est une drogue beaucoup plus sélective, mais par contre, je crois que c'est là où je vais poser ma question, et il reste peut-être la principale critique de la kétamine, que c'est quelle est la durée de l'action de la kétamine. Parce qu'on voit un effet très rapide, mais ce n'est pas un électrochoc que ça va durer très longtemps. Et à ma connaissance, l'eskétamine, c'est pareil, on n'a pas l'information de quelle va être la durée de cet effet de la eskétamine. Est-ce qu'il y a d'informations additionnelles? Alors, à ma connaissance, non. C'est la raison pour laquelle il y a un double verrou, c'est-à-dire que c'est une prescription secondaire en cas d'échec des prescriptions classiques, 2 antidépresseurs bien menés, électrochoc, enfin, etc. Donc déjà ça. Et l'autre élément, c'est qu'il est conseillé de continuer une prescription d'antidépresseurs classique. Mais alors, ensuite, je suis d'accord avec vous, on peut imaginer, compte tenu du mode d'action, que ça doit avoir un effet starter, booster, mais ensuite, ça risque d'avoir un épuisement. Ceci dit, d'expérience, c'est aussi un peu ce qu'on voyait avec le CCT, et quand c'est bien conduit, c'est pas mal. Parce que si les gens reprennent un peu espoir en la vie, au fait qu'ils éprouvent quelque chose de différent, ça peut leur redonner aussi, ça peut faciliter une remobilisation. Et pour le coup, pour peu qu'il y ait un accompagnement psychothérapeutique, etc. Alors, ce qui n'est pas prévu par la notice des médicaments, mais que je crois, moi. C'est-à-dire, je pense que la durée, c'est pas la MDMA par rapport au stress post-traumatique, c'est pas la kétamine par rapport à la dépression résistante. La durée, ce sera le travail de la personne. Mais le travail de la personne, s'il est facilité par un médicament dans des bonnes conditions d'usage, ça me gêne pas. Mais c'est pour ça que personnellement, je suis partisan des cures fusion, pas des cures alternatives, où on dirait la solution de la dépression, c'est la kétamine, parce qu'après, ils vont en utiliser dans le nez. Parce qu'un truc qui a un effet intense mais qui s'épuise, typiquement, ça amène à vous pourrez leur dire que c'est 2 fois par semaine, pas plus. Toujours tenir en compte les risques. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que si on voit aussi les risques de l'autre côté, un sujet avec une dépression réfractaire, risque de suicide, tout ça, voilà, mais il faut être, je sais pas, cette limitation de quelle est vraiment la durée de l'action. En 1992, je suis allé à la 8e conférence sur le sida qui se tenait à Amsterdam. Peu importe, ça devait avoir lieu à Boston, mais les Américains ne voulaient pas laisser rentrer les personnes séropositives. Et à cette occasion, j'ai découvert qu'il y avait un mouvement international de la réduction des risques. Je ne le savais pas. J'ai rencontré des Hollandais, des Américains. Je vois Patrick Ebrard en face de moi. On a vécu ça ensemble à cette époque. Il s'avère que cette année, pour la première fois, je suis allé à la Breaking Convention qui a lieu à Greenwich, près de Londres, et qui est, disons, l'une des plus grosses réunions scientifiques ou réunions académiques sur les psychédéliques, qui a lieu tous les 2 ans. Alors d'abord, j'en suis revenu avec un paquet de bouquins passionnants que je n'ai pas encore lus, mais j'ai absolument eu la même impression que lorsque je suis sorti de la conférence sur le sida à Amsterdam en 92. C'est-à-dire que en France actuellement, moi, je ne connais aucune équipe, ni de recherche en neurosciences, ni en matière d'essais cliniques, qui travaille sur une seule des substances classées.
Je ne parle pas de la kétamine. Il y a effectivement un certain nombre d'équipes qui travaillent sur la kétamine, mais la kétamine n'est pas classée. Si vous vous souvenez de ce que j'ai raconté tout à l'heure, merci à l'ICDD de l'OMS d'avoir tenu bon, parce que la kétamine, à un moment, elle était très très mal partie. En revanche, à ma connaissance, et je ne sais pas si la NSM peut nous fournir ces indications, je crois qu'il y a très très peu d'équipes qui travaillent sur ces substances. Psilocybine, parce que les 3 lettres LSD sont des gros mots, disons au moins psilocybine et MDMA. Et j'ai oublié la dernière chose. Eh ben tant pis, je voulais dire autre chose. Oui, pardon, oui. Sur l'histoire du double aveugle, c'est vrai que moi, très longtemps, je comprenais absolument pas comment est-ce qu'on pouvait faire du double aveugle avec des substances psychoactives, par définition, jusqu'à ce que je découvre les travaux sur ce qu'on appelle le placebo actif. Alors, le placebo actif, ça n'est pas une solution entièrement satisfaisante, mais disons que ça déplace un tout petit peu le problème. Et si j'ai bien compris, en tout cas dans les études que j'ai lues, je ne sais pas ce que tu en sais, Christian, dans les études que j'ai lues, c'est souvent le méthylphénidate qui est utilisé comme placebo actif. Et disons que ça limite un peu le caractère absolument caricatural, comme tu l'as montré, du double aveugle, enfin bon, avec des substances de ce type. Mais enfin, a priori, avec toutes les substances qui provoquent des états modifiés de conscience ou une ivresse, il y a un problème. Oui, je confirme, dans tous les travaux que j'ai pu voir, quand ils utilisent un placebo actif, c'est du méthylphénidate. Or, confondre méthylphénidate et la psilocybine, bon. Mais... Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle? Sinon, eh bien, écoutez, il est 16h30. Nous allons donc clore cette session qui a été passionnante. Et je remercie effectivement à tout le public qui est resté fidèle jusqu'à la fin. Et je crois que Jean-Pierre Deloued va conclure le congrès dans un instant. En tout cas, merci. Merci aux orateurs d'avoir respecté le temps. Merci à tous les commentaires et la qualité des présentations.